En fait, le point d'ancrage, il vous appartient. C'est-à-dire que moi, personnellement, même si je suis quelqu'un de très connu pour être très critique, je suis absolument personne pour juger votre point d'ancrage. Par contre, je vous jugerai si vous en avez pas. Parce que tout le monde peut trouver un point d'ancrage. Arrêtez de faire de l'altéro à des gens qui n'ont pas de placement. Arrêtez de laisser les gens squatter n'importe comment. Arrêtez de les blesser. C'était ça mon discours. Et il y a des gens qui ont passé des brevets d'éducateurs sportifs et des level 1 qui ont ouvert leur salle et qui se sont dit mais qui c'est ce mec-là qui me dit ce que j'ai à faire. Je connais des gens qui sont des machines de guerre en dormant 6 heures par nuit, fabuleux pour eux. Je connais des gens qui ont besoin de plus, s'ils dorment pas 10 heures, c'est des épaves. Mais attention à ne pas confondre vos mauvaises habitudes avec votre rythme. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Guillaume Guillou. Si tu ne le connais pas, va écouter notre premier épisode ensemble, épisode numéro 48. Lien dans la description. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je sors de ma routine quotidienne de squat et ça m'a permis de bien me réveiller parce que je suis pas trop du matin. Donc les squats lourds le matin, ça m'a permis de me réveiller pour ton podcast. Vu que je pense qu'il va falloir être réveillé, il va falloir être accroché. J'espère vous qui êtes là, que vous êtes réveillés. Je voulais vous remercier parce que Sean m'a dit la semaine dernière que mon podcast, qui n'est pas vraiment le plus ancien, puisque c'est le 48, était parmi les plus vus, si ce n'est le plus vu. Donc, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Je vois que ça veut dire qu'il y a une manière différente d'aborder les discussions et d'aborder les points importants plaît. Donc, ça fait très plaisir. J'ai d'ailleurs moi-même eu des super retours de notre dernière discussion à toi et moi. Puis là, ça va être sympa parce que comme tu m'as proposé de choisir un peu le sujet et vu ce que j'ai choisi, ça va permettre d'échanger un petit peu entre ce qui se passe en France et en Suisse. Ça va nous permettre que toi aussi, tu t'exprimes un peu sur ton point de vue et je pense que ça va être un joli échange. Ouais, tout à fait d'accord. On va partir sur le sujet que tu as mentionné. On a eu 2-3 questions aussi sur Instagram. Donc, on va avoir plusieurs sujets à traiter. On va commencer, vu que tu l'as mentionné juste avant, ton squat everyday. Donc, tu squats chaque jour depuis un certain temps. Ça fait combien de temps maintenant que tu as commencé ça? Alors en fait, j'ai commencé le 13 avril 2020 pendant le confinement. Mhm. Parce que en France, à l'époque, quand tu étais confiné, tu n'avais même pas le droit d'être sur ton lieu de travail quand tu étais éducateur sportif. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, puisque moi-même, j'ai eu des voisins qui sont allés dire, qui sont donc sortis du confinement pour aller au commissariat. Je me demande qu'est-ce qu'ils avaient mis sur leur attestation de déplacement pour aller dire qu'en fait, à la salle de CrossFit, il y avait des mecs qui s'entraînaient. Et donc, mes amis du commissariat m'ont appelé en me disant attention, tu vas avoir un contrôle, etc., etc. Donc, j'avais une terrasse de 12 mètres carrés parce que sur la Côte d'Azur, c'était pas milliardaire, tu vis dans des tout petits trucs. Et donc, j'ai pris un rack à squat. Et comme par rapport à ma morphologie, j'ai toujours eu des cuisses de grive. Après discussion avec un ami de Power Camp, Mhm. j'ai décidé de faire le programme Squat Everyday pour, au départ, explorer un peu le truc. En vrai, j'ai pris la version qu'il y a sur Internet en PDF gratuite, etc. Et après, je l'ai améliorée parce que je suis personnellement physiquement fragile. Donc, si je m'écoute pas, si je n'y vais pas à mes sensations et si je ne rajoute pas du renfort, je vais me pulvériser. Mhm. C'est clair et net. Et je suis passé d'un ce qu'on appelle un PB, donc un personal best d'il y a plusieurs années, complètement dégueulasse avec une ceinture de force athlétique épaisse comme ça, des genouillères en 7 mm avec des bandes de genoux dessous et des chaussures d'haltéro à 190 en back squat, donc il y a plusieurs années, Mhm. à un 200 avec une ceinture tout poudre, les pieds nus, au mois d'août. Donc après, j'ai arrêté ce programme-là. En septembre, on a eu la rentrée. J'ai arrêté ce programme et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai repris cette semaine. Tout simplement parce que le confinement en France, avec l'arrêt du travail, m'a fait rentrer, et donc je vous en parle parce que je pense que ça peut en aider certains, Mhm. m'a fait rentrer dans un faux rythme. C'est-à-dire que je suis entré dans un faux rythme. Le faux rythme où vous perdez l'envie de vous entraîner, mais comme vous êtes discipliné, vous vous entraînez quand même, mais sans objectif. Donc vous baissez grave le volume d'entraînement, vous partez un peu dans tous les sens. Le faux rythme de vie aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'heure pour vous lever, donc vous ne vous levez pas. Vous n'avez pas d'heure pour vous coucher, donc vous vous couchez pas. Moi, je suis un gabarit extrêmement raide aussi. Donc, moi, quand j'ai pas d'objectif, tout ce qui me fait chier, je le fais pas. Genre, la mobilité.
Donc, bah, j'ai commencé à me blesser de partout. J'ai commencé à avoir alors, anecdote, c'est parce que je m'entraînais moins, hein. Mais parce que comme je m'entraînais moins, je le faisais en plus moins correctement. Bah, le peu que je faisais, je me faisais mal. Mhm. Donc, une petite tension dans un ischio là, qui m'a bien emmerdé. Je me suis déplacé, même si on ne se déplace pas. Une côte qui m'a valu un petit aller-retour chez l'ostéopathe parce que je pouvais plus respirer. Et j'ai dit, bon, là, stop, on arrête tout. Et qu'est-ce que c'est le truc le plus simple qui me cale le plus? Ben, c'est squat everyday. Pourquoi? Parce que, il faut squatter lourd tous les jours. Donc, si vous faites pas de mobilité, au bout d'une semaine, ça s'arrête, vous vous êtes défoncé. Mhm. Deux, c'est du squat. Donc, c'est profondément bilatéral. Donc, si vous faites pas de renfort unilatéral à côté, vous vous blessez. Trois, c'est lourd. Donc, si vous dormez pas correctement et que vous n'avez pas un rythme de sommeil, ben, c'est toujours lourd. Donc, ce programme, c'est pas que pour les squats que je le fais, c'est parce que ça me fixe. Depuis que j'ai repris, là, j'ai repris lundi, on est quoi, jeudi? Mhm. J'ai repris lundi, ça fait 4 soirs que je me couche à une heure normale, ça fait 4 matins que je me lève avec un réveil, ça fait 4 jours que je reprends de la mobilité, et bizarrement, bah, j'ai repris à squatter, donc je repars d'en bas, hein, parce que j'ai vraiment arrêté Franco. Mhm. Je faisais vraiment que de l'entretien, donc là, je repars à des barres aux alentours de 80% de mes personal best, avec un gros travail de posture. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que j'ai vu d'ailleurs dans nos minutes et dans ce que tu fais, qu'il y a des mecs qui interviennent sur le leadership, sur le pouvoir de l'habitude. Et j'aimerais juste vous expliquer que ce type de programme, après, vous prenez Squat Everyday, vous faites autre chose, hein. Il y a plein de programmes qui sont intéressants. Mais ce pouvoir de l'habitude est vraiment très intéressant. Moi, ça m'a refixé. Derrière, forcément, comme mon cerveau il s'est réaligné euh, en termes de discipline d'entraînement, de discipline horaire, ben, derrière, j'ai reconvoqué des réunions. J'ai une réunion juste après notre podcast à tous les deux où je vais refondre le site internet. J'ai un problème, Sean, j'ai un gros problème. On a fait Black Friday. Alors, l'anecdote, c'est qu'on a fait Black Friday apparemment une semaine trop tôt puisque l'État français a décidé de décaler à ce week-end. Donc, bon, on est un peu emmerdé. Nous, on a fait Black Friday le 28 novembre. En fait, c'est reporté au 3. Donc bon, bah, je suis désolé, l'État, on n'a pas fait exprès. Ce serait bien de communiquer correctement quand même, hein, sur là. Et le problème, c'est que j'ai fait un Black Friday absolument monstrueux. C'est-à-dire que j'ai fait un Black Friday où pendant 4 jours, on a mis des tarifs de ouf. Et je ne peux pas te dire le nombre de programmes et de certifications qui ont été achetés tellement c'est astronomique. C'est un bon problème à Et avoir. ouais, c'est un bon problème. Mais bon, l'anecdote, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, ça veut dire Ouais. qu'il y a une communauté qui suit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ravis. Un des trucs qui me régale, c'est qu'on a fait une petite stat. Tous ceux qui ont suivi la certification Watt niveau 1, à 80%, ont sauté sur ma certification d'EPM. Mhm. Donc ça veut dire que la certification Watt niveau 1 les a explosés, les a régalés. Et il y a l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés par la case prévention, solution fonctionnelle, donc d'EPM, ont tellement adoré qu'ils sont partis sur la certification. Donc, même système que ce que j'expliquais la dernière fois sur nos programmations, ce qui a fait que We Are Athletic a explosé, c'est que les gens prennent une prog et derrière reviennent pour en faire deux, trois. Mhm. Il s'est passé la même chose sur les certifications. Et alors là, ça a été l'apogée sur Black Friday qui est devenu Black Week ou Black Weekend. Et j'ai un problème, c'est que quand je vois tout ça, quand je vois l'engouement, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de refondre toutes les programmations et faire un level up. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire mieux. Mhm. Donc, on va proposer, là j'en ai discuté tout à l'heure pendant qu'on squattait avec mon équipe, on va proposer par exemple, un Tovok qui est notre programme perte de poids vraiment best-seller avec des résultats de ouf dont on publie les résultats très très régulièrement, les retours des gens. On va publier ça, on va en refaire un qui va pas s'appeler Tovok, mais mieux. Idem pour les procs de gym qui ont été un succès complètement ouf dans 2019-2020. On a amélioré nos connaissances depuis, donc on va encore faire un 2.0 de tout ce qu'on a fait, quoi. Donc Pour c'est toi, hyper c'est excitant et ouais, dis-moi. pour toi, c'est quoi les points principaux sur lesquels tu peux encore améliorer ces cours, justement, ces cours en ligne que tu fournis, ces Je programmations, pense que etc. là où on peut encore s'améliorer, déjà on a été les premiers à faire des progs où tu cliquais sur un lien, il y avait des vidéos, donc ça c'est hyper ouf. Après, il y a toujours la capacité à s'améliorer, je pense sur la pédagogie. Par exemple, je vais mettre
des vidéos dans l'introduction pour que les gens comprennent vraiment là où on veut les emmener. J'ai aussi toute l'année eu des questions qui sont récurrentes, genre sur Power Building, qui est un succès fou, des gens qui ne comprennent pas le système de deload. Mhm. C'est-à-dire que les mecs se retrouvent à faire une montée en charge sur 5 semaines, le programme est sur 10. Semaine 5, ils font un peu plus lourd que la semaine 4. Puis d'un coup, ça repart plus fort en semaine 6. Donc les gens viennent toujours me poser la question, il n'y a pas une erreur en semaine 5? Non, non, il n'y a pas d'erreur. Mais pour éviter que les gens me posent des questions ou soient un peu perdus, parce qu'il y a ceux qui posent des questions et ceux qui n'osent pas les poser, on va mettre plus d'explications dedans. Tu vois, par Mhm. exemple, peut-être même changer un petit peu les skills sur la prog de gym. Enfin bref, ce que je veux vous expliquer, c'est pas ça, c'est que le fait d'avoir repris une routine correcte d'entraînement m'a redonné le goût de plein d'autres trucs, ce qui est sûrement expliqué sur ce fameux pouvoir des habitudes. Vous avez un réalignement hormonal, vous avez un réalignement mental, et donc un objectif, vous en appelant un autre, ça vous remet dans le droit chemin. Et ce qui est très marrant, c'est que ça va pouvoir nous emmener au sujet principal que je voulais qu'on aborde. C'est la notion, alors je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais la notion en France de salle de sport, Mhm. activité physique non essentielle. Ouais, Ça, donc c'est ça, vraiment, ça, c'est le sujet que je voulais aborder. Et l'anecdote de Squat Everyday, c'est que euh, l'activité physique est en fait un moyen de réguler des milliards d'autres trucs dans la vie des gens. Et on pourrait même expliquer que la dépression, qui va, je pense, être la maladie de 2020-2030, suite à ce qui est en train de se passer, vient d'abord d'une perte d'objectifs, d'une perte de repères, d'une perte de lien social, qui sont en fait des choses qui sont vraiment traitées par activité physique. ouais, donc on va aller dans ce sujet en profondeur aujourd'hui. Je voulais revenir sur une chose que tu as mentionné, le squat everyday pour toi, c'est ton point d'ancrage, comme tu l'as bien dit. Même au niveau Exactement, point d'ancrage, c'est un psychologique, très bon terme. ça te donne un point Ouais, d'ancrage. Et à partir de là, tu as toute une ribambelle d'autres activités qui vont suivre parce que tu n'as pas vraiment le choix en fait ouais, en faisant le squat everyday. Et comme tu l'as bien dit aussi, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de faire le squat everyday, mais s'ils trouvent un point d'ancrage qui leur convient, le petit truc qui fait qu'ils vont commencer, par exemple, laissez vos haltères au milieu du salon. Allez pas les ranger dans une cave ou en haut dans un meuble obscur où il ouais, faut ouvrir 5 portes avec 3 clés ouais, pour aller chercher le truc. Laissez-le au milieu ouais. et vous passez devant et tous les jours, vous serez plus enclin à faire quelque chose. Donc, trouvez-vous un point d'ancrage pour rester actif tous les jours, même si ce n'est pas avec des objectifs à long terme, même si c'est juste un objectif de process, si on veut l'appeler comme ça, de faire quelque chose chaque jour. Et ça, c'est l'objectif en tant que tel, sans nécessairement avoir des charges, des trucs, parce qu'on n'a aucune visibilité Complètement, sur l'avenir. complètement, complètement. Et tu vois, je vais revenir sur ce que tu disais. Je me suis mis au tir il n'y a pas longtemps et j'ai Mmh. rencontré un mec qui était monté pour 1,75 m à peu près à 110 plombes, à 110 kilos. Et c'est un gars qui est arrivé à ma salle en ayant déjà perdu son poids. Tu vois. Et c'est un gars qui est en fait moniteur de tir, donc on a bien sympathisé, on s'entraîne ensemble une fois par semaine. Et l'anecdote, c'est que ce mec-là s'est complètement laissé aller. Donc je vous raconte ça par rapport à cette histoire de point d'ancrage. Ce mec-là s'est complètement laissé aller dans un mariage, etc., etc. Il s'est bien engraissé et du jour au lendemain, il a vrillé. Et il a suivi un programme fitness qui, pour moi, est pas du tout ma sensibilité, complètement bateau sur YouTube, d'une star moitié télé-réalité, moitié je cuisine dans ma cuisine, moitié je fais du hit. Mais c'est pas une critique ce que je suis en train de dire. Attention, hein, attention. Je... Mais en fait, ce mec-là s'est identifié à ce gars-là et a dit, hey, tu sais quoi? Je vais suivre son programme. Et le mec, du jour au lendemain, eh ben, il s'est mis à cuisiner quotidiennement comme cette star de YouTube, Mmh. en suivant ses conseils, s'est mis à suivre ses hits, et le mec a perdu 30 plombes. Aujourd'hui, il est en Spartan Race Elite dans sa catégorie d'âge. C'est un mec de 38 ans qui est mieux gaulé que 99% de la population. En fait, le point d'ancrage, il vous appartient. C'est-à-dire que moi, personnellement, même si je suis quelqu'un de très connu pour être très critique, je suis absolument personne pour juger votre point d'ancrage. Par contre, je vous jugerai si vous en avez pas. Parce que tout le monde peut trouver un point d'ancrage. C'est juste, comme disait Feu Johnny Hallyday, ce qui vous manque, c'est l'envie d'avoir envie. Mais une fois que l'envie, elle est là, tant que tu trouves quelqu'un qui t'identifie dans un objectif qui est bon pour toi,
tu peux le faire. Et c'est juste qu'à un moment, il y a une espèce de ras-le-bol qui s'est créé dans la vie de ce mec. Et ben, à l'époque, il n'avait pas forcément une culture CrossFit, fonctionnelle, etc. Le mec, il a tapé YouTube, il a tapé sport. Forcément, c'est une star avec des millions de followers sur YouTube qui est sorti. Et tant mieux, franchement, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai rencontré ce mec-là. Il a une pêche d'enfer, il a un moral d'enfer. Et puis, tu vois, par exemple, c'est une anecdote, mais juste pour que les gens comprennent la situation, c'est un mec qui s'est séparé, qui a une petite de 5 ans, et aujourd'hui qui est en bien meilleure forme et qui cuisine pour sa gamine tous les jours. Et Mm. au niveau exemplarité, ça impacte même sa gamine de 5 ans, quoi, plutôt que de voir son père de 110 bars, épave. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On n'y pense pas à ça, et c'est pour ça que ça va m'intéresser qu'on parle du sport, comme quoi c'est non essentiel en termes d'exemplarité aussi. Mais ce mec-là, en fait, en prenant un point d'ancrage youtubeur à la con, c'est en fait trouver une discipline de vie et ça va transpirer dans l'éducation de sa gamine. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Ouais, c'est assez énorme. Et comme tu as dit, il y a des ramifications auxquelles on ne pense pas nécessairement toujours, mais qui sont, euh, on pourrait presque avoir l'argument qu'elles sont plus importantes que les autres raisons pour Complètement, lesquelles on commencerait un programme d'entraînement. Comme tu l'as dit, complètement, passer certaines valeurs à la prochaine génération et être l'exemple à suivre, complètement. c'est des choses qui veulent dire beaucoup. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, fermeture des salles et tout ce que ça implique. Euh, alors en Suisse, on vient de légèrement sortir, ou on sort, je crois, le 10 décembre. Euh, ça, ça, honnêtement, il change un petit peu toutes les semaines. Il y a un nouveau discours. Toutes les semaines, il y a des nouvelles dates Ouais, puis j'ai vu, d'échéance. vous, il y a des histoires de cantons aussi qui Voilà, fonctionnent donc différemment, d'après ce que voilà, j'ai vu. ouais, il y a le Conseil fédéral, donc au niveau du pays, qui émet certaines directives. Et ensuite, c'est le minimum à appliquer, en gros, pour le pays. Mais après, chaque canton a le droit, s'il veut, de faire plus, d'avoir des mesures plus restrictives si ils en ressentent le besoin. Si les chiffres, par exemple, sont beaucoup plus hauts ici qu'en Suisse alémanique, ce qui est le cas, ben, on a des restrictions qui sont un petit peu plus tendues ici. Par exemple, mon frère qui habite au nord de la Suisse, les fitness sont ouverts. Ici, ils ont pu Ok, rouvrir à partir de, je crois que c'était vendredi, jeudi dernier, sur une annonce de mercredi dernier. Donc, genre, le jour avant, ils nous disent, ouais, c'est bon, vous pouvez rouvrir. Alors qu'au début, ils nous disaient que c'était jusqu'à mi-décembre. Enfin bon, ils n'en savent pas trop où ils en sont. mhm, Mais enfin bref, il y a plusieurs. En gros, chaque canton a ses propres régulations. À l'heure actuelle, on peut s'entraîner de nouveau en salle, mais c'est avec il faut un certain nombre de mètres carrés par participant. Il faut les distances, ceux qui ne s'entraînent pas gardent les masques, etc. Désinfection du matériel et tutti quanti. Donc, on en est là. Et honnêtement, là, ils ont dit qu'à partir du 10 décembre, ils rouvraient un petit peu tout, donc restaurants, etc., pour les fêtes, pour que les gens puissent quand même passer une fin d'année avec un petit peu plus d'interaction sociale que ce qu'on aurait dans un propre confinement. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour 2021? À mon avis, et voilà, c'est mon avis de non-expert, comme tout le monde en a un ces jours-ci avec les stats du Covid, mais à mon avis, en février-mars, on sera reparti pour une troisième vague. Et puis, parce que je vois pas, enfin, je vois pas une grosse différence si quoi que ce soit, les gens, ils vont être moins stricts avec leurs propres mesures, etc., dans les mois à venir parce ils en ont un peu ras-le-bol. Je ne les plains pas, mais en même temps, ça ne résout pas le problème. Donc voilà un petit peu où on en est. On a le droit d'aller à la salle, mais il y a pas mal de restrictions et on ne sait jamais quand le marteau va tomber si ils vont tout refermer d'un coup. mhm, Donc on est un mhm. peu, voilà, on est un peu à la merci de ces décisions-là, comme partout, je pense. Vous en êtes où Alors, en pour France? nous, Ouais. pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe en France, nous, en fait, ça a été très, très simple. Ils ont commencé par une première phase. Bonjour les métropoles, on ferme. Donc, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, fermeture directe. Mm. Il y en a qui ont voulu faire un peu les malins, là. Il y a eu quelques vidéos de coachs qui se sont dit, tiens, c'est le moment de faire un buzz. Tiens, je vais me faire un peu connaître. Donc, je vais faire une vidéo émotionnelle en expliquant que moi, je considère que le sport, c'est essentiel et je vais faire le mariole et je vais rester ouvert. Ils se sont vite calmés. Ils ont pris 2 contrôles de gendarmerie descendus par la préfecture. Ça a été vite réglé. De toute façon, c'est très simple, hein. Vous restez ouvert, vous prenez une descente de gendarmerie demandée par la préfecture, et ils arrivent, ils toquent, ils disent bonjour, vous fermez ou vous prenez 6 mois de fermeture administrative avec une amende. Mm. Bon, ben, je ferme. Voilà, tu vois, le courage, il s'arrête là, en fait. On a un truc en France, on a un truc en France qui s'appelle, enfin que j'appelle moi, l'hydre fonctionnarial, qui est un système de contrôle de l'État
qui s'appuie sur les forces de l'ordre et sur le système judiciaire pour faire absolument ce qu'il veut, et ce système s'auto-protège. C'est-à-dire que, je te donne un exemple très simple, il y a une loi complètement con sur les squatteurs qui fait qu'en France, quand tu te fais squatter ta maison, tu peux pas le virer. Eh ben, en France, tu vires le squatteur, le procureur de la République débarque avec la gendarmerie, te vire et remet le squatteur. En fait, on en est là. Et tout ce que je suis en train de vous dire, si vous avez un doute, vous tapez sur Internet, tapez Beaulieu, Beaulieu-sur-Mer, c'est un cas qui est arrivé avec le maire qui témoigne face caméra. Ben ouais, ce matin, le procureur a débarqué pour virer le propriétaire et remettre le squatter. Voilà. En attendant une décision judiciaire. Bref, on en est là en France, ce que j'appelle ce que j'ai appelé pendant longtemps la Mongolie, mais je me suis fait engueuler parce que la Mongolie est un très beau pays avec un peuple incroyable et une histoire fantastique. Et étant un grand fan de Gengis Khan, j'ai décidé d'arrêter d'appeler ça la Mongolie, donc j'appelle ça la Mongolerie ou Mongolande, ça dépend des versions. Mais voilà, on en est là en France. On en est là en France. Donc, on a passé donc un deuxième cap ensuite où on s'est pris une fermeture nationale jusqu'au 20 janvier. Pour toutes les salles, avec, pour toutes les salles, les restaurants et les bars, avec un Jean Castex, donc Premier ministre nommé d'urgence, évidemment, que tout le monde déteste. Parce qu'évidemment, le mec est là pour annoncer des trucs hardcore. Genre, en dernier, cette semaine, ça a été on ouvre les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques. Voilà. Donc le mec, évidemment, fait vraiment le sale travail. Je sais pas combien il est payé pour faire ce boulot horrible, mais c'est monsieur mauvaise nouvelle, quoi. Pour la petite info, les stations de ski sont ouvertes en Suisse pour l'instant. Non, mais c'est pour ça. Et d'ailleurs, hier, il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on va… Enfin, Emmanuel Macron a annoncé qu'en fait, ils allaient faire des contrôles pour sanctionner et mettre en quarantaine les Français qui allaient aller skier en Suisse. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'en fait, les djihadistes, ils passent la frontière, ils mitraillent, ils découpent des gorges, on n'arrive pas à les stopper. Par contre, et c'est donc ça, c'est vraiment, il faut quand même savoir, il faut quand même que vous compreniez qu'en France, l'hydre fonctionnarial a cette particularité de taper systématiquement sur le français. C'est-à-dire que le djihadiste, lui, on n'arrive pas à le choper, on ne comprend pas comment il passe la frontière avec sa machette. Mais par contre, le Français qui, lui, va aller au ski, va rentrer, se prendre une amende et une quarantaine. C'est vraiment la magie de l'hydre fonctionnarial. C'est-à-dire que l'hydre fonctionnarial ne tape pas sur les racailles en scooter qui font des roues arrière. Non, non, non. Et sans casque. Non, 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 non. Par contre, elle va taper tous les matins à 8 heures au contrôle radar sur les gens qui roulent à 52 km/h au lieu de 50 en ville. C'est une des particularités qu'on a en France, c'est que l'hydre fonctionnarial a cette extraordinaire capacité à massacrer le français. Alors, je pourrais même étendre à le français blanc hétéro. Là, vraiment, c'est vraiment le truc. Voilà, et ça, c'est vraiment le maximum. Parce que vous tapez sur un juif, il va crier à l'antisémitisme. Vous tapez sur un noir, vous allez vous prendre SOS racisme. Vous allez taper sur un LGBT, vous allez vous prendre la marche des fiertés sur la tronche. Moi, j'ai eu un petit passage, enfin un bon passage au tribunal l'année dernière. Et en toute honnêteté intellectuelle, de la plus grande honnêteté intellectuelle que je puisse être, j'ai vraiment senti que le système judiciaire en France, donc le bras armé de cette hydre étatique, était vraiment fait pour écrabouiller le français moyen qui paye des impôts. Et alors, l'anecdote, c'est que donc voilà, on n'arrive pas à stopper les djihadistes. On n'arrive pas à stopper plein de choses. On n'arrive pas à stopper le Covid. Mais par contre, on va aller contrôler le français qui va faire du ski en Suisse. Et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que ce qui me choque, c'est que ça ne les étouffe pas de dire un truc comme ça. Alors, l'anecdote aussi sur laquelle il faut qu'on revienne, qui est très, très importante, c'est que les gens ne savent pas qu'il n'y a plus de ministère des Sports en France. Alors, là, quand je dis ça, tout le monde va me dire, mais si, il y a la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle a à peu près l'importance au gouvernement de la table basse Ikea à 4 € qui s'appelle la Schmulkstelle, qu'il y a dans
dans votre studio, quoi. C'était le charisme de Roxana Maracineanu au gouvernement français, c'est le charisme d'une table basse Ikea à 4 euros. Elle ne sert à rien. Au point qu'au dernier remaniement ministériel, et alors ça, c'est passé sous les radars, personne ne l'a vu, mais c'est absolument magnifique. Nous n'avons plus une ministre des Sports avec un ministère des Sports. On est censé quand même, Sean, il faut quand même que tu te souviennes qu'on est censé organiser les JO en 2024. Il faut remettre les choses dans le contexte. Nous n'avons plus de ministre des Sports. Ça va vite, 4 ans. Ça va vite. Nous n'avons plus de ministre des Sports, nous n'avons plus de ministère des Sports. Écoute bien, assis-toi. Nous avons une ministre déléguée au sport qui est en fait sous la tutelle de M. Blanquer et donc du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a un ministre des genres en France, tu vois, ok, mais on n'a plus de ministre des Sports. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu avais un ministre de l'Éducation nationale, un ministre de l'Intérieur, un ministre des Sports. Non, non, non. Le sport est passé dans le ministère de l'Éducation nationale et en fait, c'est plus un ministre, c'est un ministre délégué. C'est un sous-fifre. C'est-à-dire que la dernière discussion publique de Roxana Maracineanu sur le sport, il y a Blanquer à côté. Elle ne parle qu'en sa présence, en fait. Nous sommes sous la tutelle de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Il y a eu 27 millions de gens qui sont passés dans les salles de sport pendant le déconfinement. Il y a eu 200 cas. 0 cluster, pas de contamination. Roxana Maracineanu arrive au JT et dit non, non, mais attendez. Et en plus, il faut le savoir parce que ça a été filmé, c'est en vidéo, vous pouvez le retrouver sur ma page, c'est absolument exceptionnel. Roxana Maracineanu, donc ministre qui ne sert à rien du sport, délégué, en fait, émissaire de l'Éducation nationale, donc, dit non, mais attendez, on n'a pas fermé les salles de sport parce qu'il y avait des malades. On ferme les salles de sport pour faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent plus vivre normalement. Non, mais ce que je suis en train de te dire, Sean, c'est pas de la paraphrase, c'est pas de l'interprétation, c'est dixit ce qui sort de sa bouche. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que peut se permettre l'hydre fonctionnarial? Et je pense que ça en revient à un problème, à mon avis, qui est global. Et ça, on le voit, que ce soit en France, avec on va dire les paramètres spécifiques que tu viens de mentionner au sein du gouvernement, mais on retrouve ça dans tous les pays. On voit très, très bien que, toi et moi et la majorité de ceux qui écoutent le savent aussi, l'importance d'être actif, l'importance de la masse musculaire pour la santé, l'importance d'être en bonne santé pour faire face à la vie en général, mais aussi et surtout au Covid à l'heure actuelle. Et je veux dire, les stats, elles ne mentent pas là-dessus. Le risque que tu as si tu as des cofacteurs de risque de mortalité, que ce soit de l'obésité, que ce soit des problèmes respiratoires, diabète ou autre, tu as beaucoup plus de risques d'avoir des complications avec le Covid. Et donc, la réponse à ça devrait être, en toute logique, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens restent le plus actifs possible tout en étant le plus sûr possible, bien sûr, avec les mesures, etc. Mais l'approche, comme tu as dit, le fait de fermer les salles et de dire l'activité physique, ce n'est pas un élément indispensable, alors que ça devrait l'être comme l'est le fait d'aller se nourrir et d'aller au supermarché pour acheter ses aliments. On devrait pouvoir au moins avoir des options pour pouvoir rester actif. C'est une gravité sans nom. C'est une gravité sans nom. Aujourd'hui, on en arrive quand même à avoir des discussions donc, sur des médias Facebook à vomir, hein, donc Combini News et toutes ces merdes, où il y a carrément des obèses qui t'expliquent qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient faire du sport parce qu'ils n'aiment pas ça. En fait, il y a un problème. C'est qu'il y a un mec qui a créé la pyramide de Maslow et dans les besoins élémentaires de survie, il a mis des trucs comme respirer et se nourrir. Et en fait, le mec n'a pas mis bouger. Sauf qu'en fait, moi, je rajouterais bouger. Et alors, attention, on est en Suisse, donc je vais utiliser un terme propre, mais avoir des rapports sexuels. Ce qui est différent de bouger, même si ça se fait en bougeant. Et je vous explique sur quoi j'appuie ces deux besoins qui ne sont pas dans la pyramide de Maslow. C'est que prenons des handicapés, qu'ils soient moteurs ou cérébrales.
il y a quand même un tabou gigantesque dans ce milieu médical, c'est qu'il y a des personnes qui sont dédiées à l'activité sexuelle de ces gens, Mhm. parce que si on ne le fait pas, ces gens pètent les plombs et deviennent incontrôlables. Donc, si on a ce besoin dans les maisons où on s'occupe de ces gens handicapés, c'est bien que c'est un besoin vital, on est d'accord. Prenez quelqu'un handicapé moteur, cérébral ou pas, et empêchez-le de bouger. Enfin, un des rituels de torture horribles qu'il y a eu en Asie il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de foutre des gens dans des cages Mhm. où ils ne pouvaient pas bouger. Et ça, c'est la pire. Il n'y a pas besoin de lui rentrer des trucs dans les ongles. Le mec, il se retrouve dans un truc qui fait 1 mètre sur 1, droit comme un piquet. Il ne peut pas bouger. Le mec vrille complètement. Et on a réussi à créer une pyramide des besoins alimentaires sans donc rapport sexuel, sans besoin de bouger. Et donc, on en arrive aujourd'hui, les rapports sexuels, c'était pour une anecdote, hein, mais on en arrive aujourd'hui à une génération qui arrive à nous expliquer sur les médias qui ne comprennent pas l'intérêt de bouger puisqu'ils n'aiment pas ça. Et alors, là, je vais rentrer dans un discours qui est taxé en France de. Alors, ça dépend. Il y a le côté un peu populiste, élitiste. Je ne sais pas trop. Ça dépend. En fait, quand on veut casser quelqu'un, on sent n'importe quel mot. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'anthropologie et l'histoire nous expliquent qu'à une époque, euh, l'activité physique était un besoin euh, pour ne serait-ce que se nourrir ou boire. Tu prends toutes les tribus indigènes qui n'ont pas vu la civilisation exploser. Mhm. Ce sont des gens qui doivent chasser, donc bouger. Ce sont des gens qui grimpent aux arbres, donc bouger. Ce sont des gens qui font 10 bornes par jour pour aller chercher de l'eau, donc bouger. Tu comprends? Et on en arrive dans un milieu de confort à avoir des discussions qui, pour moi, excusez-moi, mais sont complètement lunaires, où maintenant, il faudrait argumenter que bouger est un besoin essentiel. C'est là où on en arrive à, encore une fois, Mongoland, la mongolerie, c'est-à-dire des moments où on se retrouve à devoir justifier. C'est une des particularités de Mongoland. Mongoland est un endroit où on doit justifier des choses injustifiables, qui ne devraient pas avoir à être justifiées. Tu as Expliquer mentionné, à un autre. Ouais, dis-moi. Tu mentionné l'aspect de la torture. Il y a aussi, et ça, les études ont été faites, elles sont facilement retrouvables. Quand on passe du temps couché dans un lit d'hôpital pendant, je crois que c'est même 2 semaines ou 3 semaines, sans mouvement, tu as une réduction de la masse musculaire, une réduction de la taille du ventricule gauche du cœur et du cœur, qui est un muscle hein, et qui travaille. Et quand on est debout, il y a la gravité à vaincre et donc il doit travailler d'une certaine façon. Si on est assis ou couché, ces demandes placées sur le cœur sont réduites. Si on n'est pas actif, si on ne bouge pas, elles sont encore plus réduites. Et le corps, c'est use it or lose it. Donc, tu l'utilises ou alors tu le perds. Et donc, si tu n'utilises pas ton cœur pour faire bouger du sang en haut et en bas et être actif et bouger, eh ben, ton corps il va simplement se dire bah, écoute, j'ai pas besoin d'avoir un cœur aussi gros, j'ai pas besoin d'avoir autant de masse musculaire. Alors, on va s'en débarrasser parce que énergétiquement, eh ben, ça a du sens. Tu as la spécialité kiné respiratoire pour les gens qui sont dans le coma. Mmh. C'est-à-dire que si vous faites 6 mois de coma, il y a des kinés qui sont spécialisés pour masser vos ventricules, pour masser votre cage thoracique, pour qu'elle évite de se figer, de s'agglomérer. Mmh. Enfin, à quel moment? Là, c'est un mouvement qui est involontaire, hein, c'est quelqu'un d'autre qui le produit parce que vous êtes éclaté dans le coma, mais enfin, à quel moment une personne obèse peut se permettre de venir dans les médias nous expliquer que pourquoi on devrait la forcer à faire de l'activité physique si elle n'aime pas ça? Mais on est dans quel monde? Et le gouvernement, en fermant des salles où il n'y a pas de cluster, où il n'y a pas de malades. Enfin, nous, franchement, on est des petites structures. Les salles de CrossFit, c'est facile à désinfecter. Moi, j'habite à Hyères-les-Paniers. Là, au soleil, il doit faire 20 degrés, sans Mmh. déconner. On n'a pas de cas de Covid dans nos salles. On a des comportements hyper respectueux. Dès que quelqu'un il a un peu de fièvre, il reste chez lui. On n'a pas eu de cas contact. Je connais personne qui a eu des clusters. Enfin, si, j'en connais un. Et là, c'est un concurrent que je méprise.
qui lui, alors lui, c'est un génie, coach de sa salle, Covidé, il est venu coacher. Donc, il a contaminé toute sa salle. Mais là le problème, c'est que ce n'est pas la profession qui est mauvaise. C'est le mec qui a toujours été, bref, quelqu'un de pas recommandable et qui Merci. évidemment agit comme quelqu'un de pas recommandable. Tu as vu, Merci, franchement, je merci suis d'avoir propre. Hein. Quand je suis en épargné. Suisse, je suis vraiment propre. J'allais dire, tu as épargné la Ah ouais. Suisse et on s'est grandement apprécié. Ouais, je fais très attention à mes propos. Mais voilà, hormis des cas vraiment anecdotiques, moi j'ai carrément des copains qui ont des vraies salles de fitness. Tu sais ce qu'ils ont mis? Ils ont mis en place le détecteur de température à l'entrée. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, comme à l'aéroport, quoi, tu rentres, Ouais. une salle de fitness, en plus, ça gère quand même 1000 personnes par jour, ça a quand même des budgets, tu vois, c'est Mhm. 4000 balles pour pouvoir acheter une machine à 2 000 – 3 000 balles, 4000 balles même, allez, pour pouvoir rester ouvert. Honnêtement, les salles, elles les auraient mis, tu vois. Et détecteur de température, bonjour, tu as 37, tu rentres, tu as 38, tu rentres chez toi, tu vois. Eh Mhm. ben, non. On envoie le signal que le sport, c'est pas une activité essentielle. Et au passage, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait pu réouvrir à une époque avec 5, 6 mètres carrés entre les gens, des protocoles de désinfection, Mhm. etc. Mhm. Il faut arrêter de croire qu'on fait du sport et qu'on est complètement inconscient. Mais moi, il y a un truc qui me dérange encore plus, c'est que on oublie complètement, par tous ces discours complètement aberrants, que 99% des gens qui crèvent du Covid ont plus de 75 ans première vague, Mhm. 70 ans deuxième vague, avec des comorbidités. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive sur un plateau télé en disant « Eh ben non, c'est pas vrai, parce qu'un jour, il y a une fillette de 8 ans qui est morte. Et puis le sport, eh ben ça… » Alors, il y a carrément eu en France un judoka de la police ferroviaire qui est champion de France de judo police, je crois. 39 ans, très sportif, il est mort du Covid. Et évidemment, ça fait la une de tous les plateaux. Mhm. Ouais, regardez, on peut mourir à 39 ans en étant sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un phénomène de logique où on arrive à faire croire qu'une exception infirme la règle. Mhm. Il y a eu un mec de 39 ans sportif qui est mort du Covid. Ça a fait 3 jours sur les plateaux télé pour qu'on nous explique que tout le monde pouvait mourir du Covid. Alors, je fais un rappel pour les gens qui nous écoutent. Une exception n'a jamais infirmé la règle. Mon père, il m'a appris quand j'avais 6-7 ans, la preuve par 9 pour les multiplications. Il a fallu que j'attende 11 ans pour découvrir une multiplication qui était infirmée par la preuve par 9. Est-ce que ça veut dire que la preuve par 9 ne marche pas? En fait, la preuve par 9 marche dans 99,999% des cas. Donc, ça reste quand même un bon procédé pour savoir si ta multiplication est correcte. D'accord? euh, Dire à mon père, ah, excuse-moi, mais t'es vraiment un crétin, parce que le truc que tu m'as expliqué qui a marché toute ma vie, aujourd'hui j'ai découvert qu'il marchait pas, donc c'est vraiment trop nul. On en est là en 2020. En 2020, t'expliques qu'il y a 83% des gens qui sont dans le coma pour le Covid, qui sont obèses, et t'as un mec qui dit, non, souviens-toi, le judoka qui avait 39 ans, lui, il n'était pas obèse, il faisait du sport, alors regarde, ça peut arriver à tout le monde. Non, 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 non. Une exception n'infirme pas une règle. Il faut bien que vous compreniez ça, en fait. Non, non, non. Euh, euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, cette règle, enfin, ce que je viens de dire, une exception n'infirme pas une règle, c'est pourtant l'argument phare des antiracistes. Genre, ouais, les djihadistes, ils coupent pas tous des têtes. Ouais, les djihadistes, pas d'amalgame. Tu vois, c'est leur argument. C'est une règle, une exception n'infirme pas une règle. Donc, en fait, les gens ont la capacité de comprendre qu'il y a des exceptions et qu'il ne faut pas généraliser, tu Mhm. vois, mais quand ça les arrange. Ouais, Donc, quand c'est- ouais. moi, je suis archi convaincu que tous les musulmans de France ne sont pas des djihadistes.
Franchement, j'en suis archi convaincu. Dans mes salles, dans mes stages, on accueille toutes les nationalités. Voilà. Moi, j'ai vu, au passage, le pays le plus musulman du monde, c'est l'Indonésie. Et c'est le pays le plus peace and love du monde. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Là-bas, tu voles, on te pend. Donc bon, tu peux pas être autre chose que peace and love là-bas. L'Indonésie, tu veux faire un attentat djihadiste, tu fais un attentat, derrière, ils brûlent. Ta famille, l'autre famille, toutes les familles, ton village, le village où ils étaient avant ce village où tu étais. Bon, au moins là-bas, c'est calme. Mais l'anecdote, c'est que donc l'être humain en France et donc dans notre civilisation occidentale, pour étendre à la Suisse, il a la capacité de comprendre qu'une exception n'infirme pas une règle, mais quand ça l'arrange, en fait. Et Guillaume, ça, je trouve ça très grave. est-ce que tu penses que le détachement qu'il y a entre l'importance de l'activité physique et la perception du grand public et des différents gouvernements est rattrapable d'une manière ou d'une autre ou pas? Alors, je vais te faire un autre exemple, une autre divagation, mais qui est trop en rapport. C'est très important, mais écoute bien. La législation sur les fusils à pompe en France a été durcie il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que maintenant, les fusils à pompe, ben, c'est plus difficile à avoir. Il faut qu'ils aient des tailles plus courtes, plus longues, pardon. Il faut qu'ils aient des chargeurs plus petits, etc. Pourquoi je te raconte ça? Tu dis, quel est le rapport avec le sport? Eh ben, c'est parce qu'en fait, les gens qui font les lois ne sont pas les gens qui pratiquent. Donc, dans la tête du législateur qui a durci la législation sur les fusils à pompe, le mec a dans l'image la dangerosité d'un fusil à pompe que tu vois dans les films. C'est-à-dire, dans les films, le fusil à pompe, un, c'est l'arme du gangster. Les gangsters, ils ont que des fusils à pompe. Deux, ça met des reculs de 4 mètres hein, dans tous les films. Quand le mec il prend un coup de fusil à pompe, il vole sur 5 mètres en arrière. Ceux qui ont un doute, regardez Expendables. C'est un très bon film. On voit que des gens qui volent dans tous les sens quand ils prennent un coup de fusil à pompe. Donc, dans la loi d'un législateur qui s'est dit tiens, j'ai envie de faire chier un peu le monde, je vais légiférer, je vais durcir la loi sur les fusils à pompe. Et donc, ben, en fait, on s'aperçoit sur le lobby des armes qu'il y a des règles complètement absurdes parce que les gens qui légifèrent ne sont pas les gens qui pratiquent. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le sport. Mmh. C'est pour Mmh. ça que je fais ce parallèle. Ouais. Les gens qui font les règles ne sont pas des gens qui font du sport. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis ou très rarement les pieds dans des salles de sport. Donc, par exemple, quand tu sais que 90% des gens qui crèvent du Covid ont plus de 75 balais, euh, il faut quand même mettre en ratio la quantité de gens de plus de 75 ans qui fréquentent les salles de sport. C'est-à-dire que moi, je te la fais courte. À hier, j'en ai pas. À Fréjus, j'en avais un. Je ne l'ai plus. Donc, quel est l'intérêt de fermer les salles? C'est-à-dire, j'ai pas dit quel est l'intérêt de mettre un protocole sanitaire. On revient bien à ce que je dis. Quel est l'intérêt de fermer les salles qui ne sont pas fréquentées par les gens qui meurent, non pas en majorité, mais dans l'extraordinaire. Enfin, 90%, c'est pas la majorité, hein, 51%, c'est la majorité. Emmanuel Macron en France a été élu à la majorité, à 51, 40, 52, un truc comme ça à la con. 90, 95, 99%, c'est plus de la majorité là, c'est de la quasi-totalité. Donc, pourquoi fermer des salles qui ne sont pas fréquentées par la quasi-totalité des gens? Tu vois, par exemple, le fameux, au départ, on a eu un palier aussi, on a eu un couvre-feu. Attention, il ne faut plus qu'il y ait de déplacement après 21h. Est-ce que tu connais, Sean, beaucoup de gens qui se déplacent après 21h à 75 ans? Soyons très honnêtes. Non, mais quand je te le dis comme ça, c'est absurde, mais sois honnête. Paris, Anne Hidalgo a décidé qu'en plus du confinement, il fallait plus qu'il y ait de livraison Uber Eats après 21h. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans les métropoles qui ont plus de 75 ans qui commandent sur Uber Eats à 21h? Même moi, je suis au lit Non, à mais est-ce que 21h. tu vois la déconnexion? Est-ce que tu vois la déconnexion entre l'hydre fonctionnarial dont je parle Ouais. et comment les gens vivent? Est-ce qu'il y a, C'est ce que j'essaie de vous donner comme exemple, c'est vraiment ça. C'est faut que vous compreniez le décalage. est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète, de manière pratique pour les coachs, pour ceux qui veulent rester actifs, ceux qui fréquentent des salles ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète et pratique aujourd'hui pour essayer de, même si c'est pas, voilà, changer un système qui malheureusement bat de l'aile pour être gentil et ne fonctionne simplement pas avec les demandes du jour. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire améliorer
au moins les choses, même si ça veut dire simplement avoir un effet positif sur une ou deux personnes chacun, plutôt que d'essayer de s'attaquer à tout le monde? Comment est-ce qu'on peut, à chacun à son échelle, faire la Alors, différence? je vais essayer de t'expliquer, je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui nous regardent comment moi j'ai essayé de mentaliser la situation et ce que j'ai mis en place et ce que je pense pour le futur. En France, et encore une fois, je parle que pour la France, mes connaissances sur la Suisse sont pas assez grandes. Mais en France, il y a un phénomène euh, de, à la fois et de lobby et de caste qui permet d'écraser le gouvernement et le gouvernement recule toujours. Je vais vous donner un exemple très simple. En France, quand les VTC sont arrivés, les taxis ont bloqué la France. Résultat des courses, la législation sur les VTC a été changée en 3 jours. Aujourd'hui, quand il y a une annulation de fête foraine, les forains ils se réunissent, ils bloquent la ville. Même le préfet, il n'arrive pas à rentrer. Et finalement, il y a la fête foraine, tu vois. On a voulu, j'en ai parlé dans un podcast, il y a 5 ou 6 ans, on avait décidé de faire une loi carbone et on a payé donc des millions, des centaines de millions d'euros pour mettre des radars qui devaient prendre en photo les camions et faire payer donc aux poids lourds une taxe carbone. Hmm. Il y en a un, moi j'y passe tous les jours devant, de radars comme ça, là, qui ne servira donc à rien, hein, soyons clairs. Derrière, les poids lourds ont bloqué l'État. En 3 semaines, l'histoire des péages qui avaient déjà été installés, qui avaient été déjà payés, hein, a été… voilà, c'est terminé. Le fait que les salles de sport se fassent complètement écraser, c'est en fait parce que nous sommes des gens, un, trop divisés, deux, pas assez combatifs. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a voulu changer la politique agricole commune pour les agriculteurs et qu'on leur a dit qu'on allait arrêter de les subventionner pour du blé et du lait que de toute façon on jette parce qu'on est en surproduction, les agriculteurs ils se sont appelés, enfin ils ont passé un coup de fil entre eux et ils ont pris leur bulldozer et leur tracteur avec leur fourche et ils ont décidé de prendre l'autoroute, tu vois. Et en fait, eh ben, ça calme en fait. Parce qu'en fait, pour arrêter un agriculteur qui a une pelleteuse devant son tracteur, mais sachant le nombre d'agriculteurs quand ils pètent les plombs, ce que ça passe, au passage, les agriculteurs sont armés aussi, hein, faut le savoir, évidemment, le gouvernement recule en fait et arrive même à faire reculer l'Europe. Donc, Tu vois. comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de taxi, pas de Alors, nous, camion on n'a et pas de pas tank. de… Nous, on n'a pas de tank. Nous, on n'a pas de tank, donc voilà. Nous, on est là, on va pas leur mettre des coups de dumbbell, tu vois. Ouais, vous êtes méchants, ouais. Non. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on est, on est éclaté. Donc, il y a un syndicat en France qui s'appelle France Active qui a tenté de se faire entendre. Euh... Zéro. Zéro. Franchement, France Active, c'était mignon de nous faire signer des pétitions. Zéro impact. Mais alors, mais c'est pas zéro impact, zéro respect. C'est-à-dire que le gouvernement ne vous a complètement pas respecté, vous a complètement ignoré. Je crois qu'ils les ont invités à une réunion en leur disant non, non, mais allez vous faire foutre. Ah, ok, bon, bah, ok, on rentre chez nous. Et ils sont sortis, ils ont fait un post Facebook. Ouais, franchement, on n'est pas content. Le gouvernement, il nous a pas entendus. Oh, la blague. La blague. Mais attendez, il y a les discothèques qui sont dans la même situation, les restaurateurs, etc., etc. Donc, revenons-en à nos moutons. Il y a un profond manque de respect. Je vais loin, hein. En plus, en Suisse, vous êtes vraiment pisse en général. Vous êtes pas, vous êtes neutre dans les conflits armés, etc. Donc, ça va un peu vous partir. Je vais en choquer quelques-uns, mais à partir du moment où vous considérez pas qu'il faut vous battre, il va rien se passer. Il va rien se passer. Il y a quelques mecs qui disent ouais, nous, on s'en fiche. On ouvre le 4 janvier. Et le problème, c'est que comme ils sont 3 pélos, ils vont se prendre une descente, comme j'expliquais, de gendarmerie par la préfecture. Ils vont ouvrir le 4 janvier, ils vont prendre 6 mois de formule administrative avec 50 000 euros d'amende et ça va les calmer en fait. C'est autorisé de s'entraîner Donc, dehors à l'heure actuelle en France ou pas? alors toujours pas, toujours pas. Tu peux t'entraîner dehors, mais seul.
Mm. Voilà. Après, ça n'empêche pas les 12 papis que j'ai croisés ce matin de faire du cyclisme avec 1 mètre d'écart, parce qu'ils s'en fichent complètement. Mais si moi, je veux réouvrir, au passage, il y a un aspect très intéressant que je vais t'étayer là juste après. Sur cette hydre étatique, il va falloir que tu sois bien assis. Vous, les auditeurs, il faut vraiment que vous soyez bien assis d'anecdotes que je vais raconter, parce que ça va vous faire des dégâts. Dans votre cerveau, il va faire, ouh. Donc, tant qu'on ne se bat pas, ça ne marchera pas. Se battre de manière frontale, c'est impossible. Mm. Ils vous font péter en France vos cartes pro, ils vous mettent des fermetures administratives, ils vous massacrent à coups d'amende. Se battre de manière frontale, c'est infaisable. Qu'est-ce que nous, on a mis en place? On a mis en place des programmations en ligne, comme tout le monde. On a mis en place du prêt de matériel. Moi, j'ai carrément acheté du matos. Pour te raconter l'anecdote, il y a un outil que j'aime beaucoup, qui est pas, ça fait pas très CrossFit, hein, ça fait très les Smiths, mais un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le TRX, qui est pour moi un développeur de gymnastique accéléré chez Mm. les gens. Donc, j'avais prévu d'en mettre en place cette année en 2021. Bon, ben, finalement, j'en ai commandé 30 et je les ai mis en prêt de matériel pour mes adhérents. Donc, tu vois, c'est une manière de se battre en fait. Mm. C'est-à-dire que Ouais. j'ai avancé des investissements matériels pour pouvoir leur prêter du matériel pendant. C'est une manière de me battre. J'ai vraiment upgradé, j'ai fait, c'était pas moi qui m'en occupe, mais j'ai fait upgrader le niveau de programmation en ligne. On a un WOD du jour tous les jours. Mm. On a une prog TRX tous les jours. Enfin, non, un jour sur deux, je mens. On a tous les jours un Express. Alors, Express Core pour gainage complet, 10 minutes. Mais au moins, les gens, ceux qui n'ont pas le temps, ils ont au moins un truc à faire pendant 10 minutes. Point d'ancrage. Et ils ont un Express Mobilité. Mm. Et ça, on alterne un jour sur de l'autre. On est en contact avec eux régulièrement. On les appelle, on les stimule, etc. C'est notre manière à nous de nous battre. Si on arrive sur 200 clients à en maintenir 150 en activité, on aura fait notre travail. Ouais, Donc, pendant c'est que une tu, manière de se battre. excuse-moi de te couper, Guillaume, pendant que tu mentionnes ces exemples, je voulais en faire remonter un aussi, parce que comme tu as dit, je pense que le plus d'idées on peut donner aux gens et aux coachs pour trouver C'est des vraiment solutions l'objectif. pratiques. Et donc, je voulais, petite dédicace à David qui nous écoutera très certainement, qui lui a été très, très pratique et réactif. Quand ils ont annoncé, c'était début novembre, c'était un mercredi, je me rappelle, à 14 heures, ils nous ont annoncé qu'à partir du… Non, c'était un mardi à 14 heures. Et à partir du mercredi, 17 heures, les salles seraient fermées. Entraînement à l'extérieur autorisé jusqu'à 5 personnes en respectant les distances. Et donc, ce qu'il a mis en place, donc le mercredi matin, déjà, il a fait 4 places d'entraînement à l'extérieur de sa salle, avec des tentes par-dessus, avec des dalles en plastique, avec un petit peu de matos sur les 4 places d'entraînement. Et il faisait des séances de 45 minutes. Les gens venaient en avance, s'échauffaient de manière séparée, chacun de l'autre côté en autonomie, faisaient leurs séances sur leur place de travail dédiée, pas d'échange de matériel, pas de contact, distance respectée, un coach plus 4. Et il faisait ça, et je crois qu'il a dit qu'il est passé d'une trentaine de cours à une cinquantaine de cours par semaine avec ces changements-là Ouais, pour j'ai faire en suivi. sorte que ses adhérents puissent On est venir. très proche avec David. Et ça, je pense que c'est vraiment un exemple à suivre si, à l'avenir, en France notamment, s'il y a l'opportunité de s'entraîner dehors. C'est quelque chose qui demande énormément de travail pour quelqu'un qui gère une salle. David a dû mettre pas mal de trucs en suspens pour faire tourner ça. Mais comme tu as dit, le plus important, c'est est-ce qu'on peut garder une partie, la majorité de nos adhérents en activité pour maintenir leur santé, que ce soit physique, mentale, etc. Donc, je pense que tous les bons exemples sont importants à mentionner. David, moi j'ai la chance de l'avoir tous les ans en coaching week avec sa chérie. On a mis exactement la même chose en place au départ quand la première phase du confinement, ça a été on s'entraîne dehors. Mhm. On avait mis des cours pareils, hein, toutes les 40 minutes, limités, blablabla. Voilà. Puis après, ça nous a été enlevé. Anecdote en France, particularité entre la France et la Suisse, pour que vous le sachiez. Nous, un barnum en extérieur, c'est considéré comme une dépendance, donc c'est interdit. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de mettre une bâche dehors. Alors, il y a des salles qui vont écouter ce que je suis en train de dire et qui vont dire ah ben non, nous on l'a fait, on nous a rien dit. Oui, mais il y a des salles qui se sont pris une inspection de la direction régionale et on leur a dit barnum interdit. Enfin, carrément en France, l'hydre étatique se permet carrément de t'expliquer qu'une tente sur 4 piquets,
c'est un toit, donc c'est une dépendance de ton établissement type X et donc c'est interdit. On en est là, c'est vraiment exceptionnel. Autre anecdote, pourquoi il ne faut pas se bagarrer de manière frontale avec l'État, c'est important que je vous l'explique. Dans ma ville, particulièrement là dernièrement, il y a eu une commandante qui a décidé de ratisser les salles en fait, pour faire respecter le décret. Et, euh, et donc, eh ben, il faut savoir que nous, on est classé, les établissements sont classés par catégorie. Mhm. Donc, une salle de sport qui fait moins de 1200 mètres carrés pour l'anecdote est classée type X. Et quand elle est plus de 1200 mètres carrés, c'est classé type M, pour un peu simplifier. Eh bien, faut savoir que nous, les services de l'urbanisme, tu leur proposes un dossier, s'ils ne passent pas dans les 5 mois, c'est que c'est validé. Eh bien, donc, bah, ils ne sont pas passés, donc tu n'as pas de certificat, quoi. Mhm. Ouais, c'est acté, c'est comme ça. Eh bien, elle a exigé que des salles de 300, 400 mètres carrés qui sont type X, c'est dans les décrets, c'est dans les textes de loi, aillent à la mairie faire la queue en plein Covid pour récupérer un certificat qui atteste qu'il soit en type X, parce que madame expliquait que non. Tant qu'on n'avait pas le certificat, on n'était pas type X. Enfin, on en arrive à ce niveau euh, de penser dans l'hydre étatique, de total contrôle absolu, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et vous pouvez très bien tomber sur un commissariat ou une direction régionale qui va pas venir vous saouler parce que vous avez le droit de vous entraîner dehors et vous mettez un barnum et en fait, qui ça gêne? Est-ce que le Covid se transmet plus quand il y a un toit au-dessus que quand il y en a pas, tu vois? Mhm. Euh, mais non, vous pouvez aussi tomber sur des directions régionales et des commissariats qui vont venir vous souffler dans les bronches parce que vous avez mis une tente démontable dehors. On en arrive quand même à ce niveau-là. Donc, pour revenir sur ce que je disais, vous ne devez pas les attaquer de manière frontale, mais c'est vrai que en donnant le meilleur de vous-même et pendant une période, en pensant d'abord aux clients, et l'exemple de David, comme tu as pris, est excellent, en faisant vous un sacrifice de temps ou d'investissement financier pour penser d'abord à vos clients, fait que vous allez gagner une extraordinaire fidélité et que vous allez en fait combattre à votre hauteur. Il y a eu, au premier confinement, j'avais fait une vidéo où j'expliquais aux owners qu'ils devraient prêter le matériel à leurs adhérents, même un plate, même une belle, même un élastique, Mhm. parce que le confinement était annoncé pour 15 jours, mais qu'à la fin du mois, quand ils allaient leur demander de les soutenir et d'encaisser leur cotisation alors qu'ils leur auraient prêté zéro matos, ils allaient le sentir passer. C'est une vidéo qui a été très bien accueillie par une partie des coachs en France. Et évidemment, une partie des autres coachs m'a complètement insulté jusqu'à ce que ce que j'avais prédit arrive et que le confinement ne dure pas 15 jours, mais 2 mois et demi. Mhm. Et là, les coachs qui se prenaient en vidéo en ayant chopé un assaut bike et la cage de squat et tout le matériel altéro pour s'entraîner chez eux en faisant des super stories alors que leurs élèves n'avaient aucun matos et devaient se démerder avec des prog bodyweight chez eux, là, quand il a fallu, ouais, ce serait quand même bien que vous nous souteniez parce que vous comprenez, voilà, ce serait pas très bien dans les cotisations. Là, ils se sont fait esquinter. Il y a un nombre de salles incalculables qui ont explosé, des groupes qui s'entendaient très bien, qui s'entendent plus du tout, du turnover de clientèle d'une salle à une autre et des salles qui ont complètement coulé suite à ça. Donc, moi, le Covid me coûte de l'argent. Déjà par rapport à la perte financière, on n'a pas la clientèle qu'on aurait dû avoir. L'anecdote, c'est qu'ils nous ont quand même pour le jeu un confinement, surtout pour les métropoles. Je pense surtout aux métropoles parce que nous, on a pu à peu près finir le mois de septembre correctement. Mais Mhm. j'ai vraiment une grosse pensée aux gens qui ont des salles dans les métropoles, qui eux se sont pris un couvre-feu et une interdiction des salles de sport les 15 derniers jours de septembre. Mhm. Ça, je ne vois pas plus aberrant. C'est l'année, c'est le moment où ils font leurs chiffres, ça c'est incroyable. Tu as C'est incroyable. parlé. Donc, il y a des moyens de lutter, il y a des moyens de lutter, de Ouais. se battre. De manière frontale, je vous conseille vraiment pas de le faire. Mhm. Mais si, dans toute honnêteté, vous mettez tout ce que vous avez pour vos clients, les solutions sont là. Tu as mentionné la communauté du sport, du fitness en France et je pense qu'on peut l'étendre de manière globale, qui est divisée. Je pense que dans l'esprit de certains, ils pensent peut-être euh, à toi comme étant quelqu'un qui a comme tendance à diviser. À mon avis, Très clivant, ouais. je te donne ma perspective.
tu as une grande gueule, Mhm. tu n'as pas peur de dire ce que tu penses, mais en même temps, tu es aussi un exemple dans le sens de rassembler différentes disciplines, d'essayer de tisser des liens. Je pense à Benjamin Quin, je pense à Thibaut Souberia, je pense à ton collègue avec qui tu as fait la programmation Actionman récemment, d'essayer d'amener toutes ces disciplines qui sont différentes, d'essayer de les ramener, de les rapprocher. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que membre de cette communauté globale du sport, du fitness, de la santé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tisser ces liens, pour rendre la communauté le plus forte, pour avoir moins de dissidence au sein même de notre communauté? Comme tu as dit, si on avait peut-être une entente un petit peu plus développée entre nous, peut-être on serait plus capable d'avoir une voix unie et d'avoir un effet, ou en tout cas de se faire entendre de manière générale. Je vais être très honnête avec toi. Mhm. Je suis le premier Français, avec toute mon arrogance, je suis le premier Français à être allé chercher des gens d'autres disciplines pour venir dans le CrossFit. Avant moi, ça se faisait pas de faire programmer de l'haltéro en CrossFit par un haltérophile. Mhm. Idem pour les gymnastiques, idem pour tant d'autres choses. Je collabore avec beaucoup de gens. Là, d'ailleurs, on lance un nouveau concept sur le survivalisme, le bootcamp, etc., le bivouac. Et je suis allé chercher un ancien, je peux pas trop expliquer ce qu'il faisait, mais un ancien, pour ceux qui connaissent le bureau des légendes. Donc, je suis allé prendre la crème de ce qui se faisait pour ça. Et l'anecdote, c'est que je pense que je suis très clivant, non pas en termes de discipline, puisque je suis moi-même un hybride. Je viens du MMA, qui Mhm. est un hybride de discipline. J'ai toujours eu l'habitude de prendre ma ceinture blanche et d'aller me remettre en question dans tous les clubs du coin. Mhm. Donc, je suis quelqu'un qui, en vrai, par rapport à ce qu'on pourrait penser, est très ouvert d'esprit à la connaissance. Mais ce qui a guidé, en fait, moi, mon parcours, c'est le refus de la médiocrité physique, technique ou spirituelle. Mhm. Et je me suis pris la tête avec des grands pontes de mon sport, même des athlètes très connus, parce que pour moi, être le meilleur athlète français, ou parmi les meilleurs athlètes français, si tu es de bas de gamme dans ton discours ou dans ta pratique ou dans tes manières, tu es bas de gamme. Ton clean à 170 ne fait pas de toi quelqu'un de valeur. Je peux faire quelqu'un qui clean 70 avec des vraies valeurs humaines. Et la différence que j'ai par rapport aux autres, c'est que moi, je le dis franco. Quand je dois attaquer un prénom, je donne le prénom. Quand je dois attaquer un nom, je donne vraiment le nom. Mhm. Mais c'est ce qui m'a permis en fait de ce côté un peu élitiste dans les valeurs, dans la démarche, m'a permis de me créer un réseau qui est vraiment de super qualité. Je prends l'exemple de David, par exemple, qui est pas connu pour être le mec le plus commercial de la Terre. C'est un gars qui a le même background que moi, martial, et Mhm. on s'entend à merveille parce qu'il a ce côté valeur. Tu vois, pourtant c'est pas le meilleur haltérophile de Suisse, mais sur les valeurs humaines et sur la conception de ce qu'on veut pour nos clients dans le meilleur, Mhm. on s'entend vraiment méga bien. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que s'unifier d'une voix pour pousser vers l'avant, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et je Mhm. vais, je vais, je vais étayer mon propos. Si je prends l'exemple du CrossFit, moi, très régulièrement, je le dis, je réfléchis à supprimer mon affiliation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est pas une question de tarif. Je m'en fiche complètement. Avec ce que j'ai fait en Black Friday pendant 3 jours, je peux payer mes affiliations sur les 10 prochaines années. Donc, je m'en fous complètement de ce problème d'argent. Moi, ce qui me chafouine, c'est l'hétéroclité des valeurs dans les gens qui portent le nom de ma salle. Genre, moi, je suis crossfitière, CrossFit Fréjus. Euh, et honnêtement, je communique avec beaucoup trop de gens dans ce milieu et je vois beaucoup trop de choses aberrantes au point que des fois, j'ai même plus envie que ma salle porte le même nom que eux. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et je sais que c'est difficile à écouter, à dire ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai mis tout mon argent, toute ma passion ces 10 dernières années et en fait, je me suis fait connaître
de manière négative en voulant emmener mon sport dans une direction élitiste. Pas élitiste en termes de performance, élitiste en termes de suivi. Arrêtez de faire de l'haltéro à des gens qui n'ont pas de placement, arrêtez de laisser les gens squatter n'importe comment, arrêtez de les blesser. C'était ça mon discours. Et il y a des gens qui ont passé des brevets d'éducateurs sportifs et des level 1 qui ont ouvert leur salle et qui se sont dit mais qui c'est ce mec-là qui me dit ce que j'ai à faire? Alors qu'au lieu de se remettre en question, on aurait pu tous aller dans la même direction et faire de ce sport un truc complètement monstrueux en France et élitiste. Et non, c'est inhérent à l'humain qu'il y ait des gens qui veulent pas se remettre en question, qui veulent pas écouter les autres. Et moi, le problème, c'est que quand tu m'écoutes pas, je répète pas, je hurle. Ce qui est un peu mon défaut. Il faut que tu comprennes ce que je te dis. En fait, je te laisse pas le choix. Donc, bah, ça a fait que des gens m'ont écouté, m'ont suivi. Et aujourd'hui, je pense que je suis le coach français qui a la plus grosse communauté sportive dans mon sport. Attention, hein, c'est une proportion toute gardée. Et ça m'a valu aussi d'être très décrié. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ça va être absolument impossible de s'unir parce que, à titre personnel, je n'ai aucune envie de m'unir à l'ensemble de mes confrères français. J'ai de très très bonnes relations avec CrossFit France. Je m'entends très bien avec Daniel Chaffé, contrairement à ce que certaines mauvaises langues pourraient dire, parce que comme on ne m'a pas vu aux réunions des affiliés en France, j'y suis jamais allé, on a considéré que je m'entendais pas avec Daniel. Sauf que moi, Daniel, quand je suis à Bordeaux, je peux lui téléphoner, on se voit, on boit un café, on discute. Daniel est passé sur la Côte d'Azur, il a fait un stop pour dîner avec moi et mon associé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas de souci avec eux. On se parle carte sur table, voilà, Guillaume, ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est moins bien. Ah ben d'accord, ben j'essaierai. Tu vois, on a vraiment des discussions d'homme à homme avec Daniel. Donc j'ai pas de souci. Je suis profondément amoureux du CrossFit, c'est mon identité. Je suis né là-dedans dans mon boulot et c'est ce qui me retient de ne pas partir. Tu comprends? Mais par contre, m'unir d'une seule voix avec tous mes confrères, ça je ne le ferai jamais parce que je suis désolé de le dire et c'est vraiment la trame conductrice de mes dernières vidéos sur le sujet. Mais il y a quand même une plus grosse proportion de gens qui font pas forcément bien les choses que de gens qui les font bien. Et ça n'est pas propre à l'activité physique et sportive, c'est propre à l'humain. C'est-à-dire que je t'en ai parlé à toi, Sean, sur ton travail avec Upside Strength. Désolé pour mon accent anglais d'un français moyen. Et de nos minutes, c'est que vous faites un travail de podcast qui est extraordinaire et extrêmement intéressant. Vous ne faites que du contenu de qualité. Et je te dis pas ça pour tirer les pompes, mais je te l'ai bien dit au premier podcast. Il y a des gens qui me demandent au podcast, je n'en ai rien à foutre, je ne leur réponds même pas. Je n'y vais pas parce que j'ai pas besoin d'un énième podcast. Moi, en fait, au moment, j'ai dit, ouais, je trouve qu'on me donne pas assez la parole. J'ai créé l'instant canap. Donc, ce que je suis en train de faire là, dans mon canap avec ma caméra. Donc, j'ai même pas besoin qu'on me donne la parole. Si j'ai envie de prendre la parole, je la prends et ça me suffit. Mais tu le vois bien, toi aussi, dans ton univers. Il y a vraiment des gens qui font des podcasts juste pour raconter leur vie, quoi. Il y a, hélas, un gars en Suisse qui fait ça, qui est un athlète totalement moyen, avec un physique totalement moyen, avec un discours totalement moyen, et qui s'amuse à faire des vidéos que personne ne like, que personne ne va voir. Et hélas, dans l'univers du podcast et du contenu, il y a quand même plus de gens qui font des trucs qui servent à rien que des choses qui servent. On pourrait étendre ça sur Instagram, du contenu extrêmement intéressant, extrêmement pertinent sur Instagram. Il y en a très peu. TikTok, là, on est au paroxysme de la vidéo qui ne sert à rien. Les gens parlent de pollution. Ouais, moi, j'aimerais bien sauver les ours polaires et les phoques. Et derrière, ils envoient des vidéos de 4 gigas de eux en train de faire des danses sur TikTok, en sachant que le coût énergétique du stockage de ces vidéos de merde et le coût en débit électrique de ces vidéos de merde est absolument monstrueux, tu vois. Donc, on en est là. On en est en fait, ça n'est pas le problème de l'activité physique et sportive, c'est un problème humain plus global où à un moment, il faut savoir est-ce qu'on a envie de se mettre dans la mêlée pour faire un truc à grande échelle. Je suis même pas sûr. Pour l'assurance maladie en France, a fait une campagne sur l'activité physique pour les maladies chroniques, les douleurs chroniques, la lombalgie, la cervicalgie, les problèmes. Ça a été la grande campagne, le fer de lance. On a eu des pubs en 3x4 dans toute la France, dans les abribus, l'assurance maladie, le mal de dos, la solution, c'est le mouvement. Ça a été un truc de fou en France. Et
pour qu'on se retrouve dans une crise Covid où on te ferme les salles de sport 5 mois dans l'année. Mhm. En toute honnêteté, je suis pas souvent pessimiste. Je suis souvent négatif dans mes propos, mais je suis pas pessimiste. Je suis vraiment quelqu'un de profondément optimiste. Et je suis obligé de vous dire que, de manière globale, est-ce qu'on arrivera à faire que le mouvement, l'activité physique devienne ou prenne la place qu'il a à avoir dans le monde en s'unissant à grande échelle? J'ai un grand doute. On a le gouvernement qu'on mérite, on a les lois qu'on mérite. Tout le monde fantasme sur Sparte. Tout le monde, Sparte est un fantasme absolu. Les mecs qui font de la Spartan Race fantasment sur Sparte. Le premier mec, qu'est-ce qui a lancé le CrossFit en France? Mark Twain, 300. Ce fantasme de l'athlète, de la sélection naturelle, boosté à la testostérone. Mais des peuples, si historiquement on s'intéresse aux grands peuples, c'était des peuples, il y a une partie de la population testostérone sportive qui fantasme sur Poutine, mais ou sur des grands dirigeants. Mais il faut se dire qu'on a aussi les dirigeants qu'on mérite. J'ai toujours dit dès les premiers confinements et dès que j'ai senti un peu des voix qui voulaient y aller un peu de manière hardcore, que le problème n'était pas du tout les forces de l'ordre dans les manifestations, le problème n'était pas du tout l'État. Le problème est les 90% de gens que vous allez vous prendre sur la tronche, parce que si demain vous faites une action hardcore pour retourner la situation, vous allez vous prendre 90% de bobos bien pensants sur la tronche. Donc Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est un extrémiste quand on dit que bouger est un besoin naturel. C'est ça, ouais. Shane, qu'il faut comprendre. C'est qu'on est extrémiste. Aujourd'hui, asseyez-vous. Je ne sais pas ce qui se passe en Suisse, mais en France, il y a des gens avec des lunettes, des technocrates, qui ont décidé que faire du sport plus de 3 fois par semaine relevait d'une maladie mentale qui s'appelle la bigorexie. C'est dans le dictionnaire. La bigorexie, c'est une maladie mentale qui touche les gens qui ont un besoin de faire de l'activité physique plus de 3 fois par semaine. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, nous sommes, nous, des extrémistes? Mhm. L'obèse sur Combini News qui te dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on devrait lui laisser faire, on devrait lui faire faire du sport parce qu'elle n'aime pas ça, elle n'est pas extrémiste. Mais moi, éducateur sportif, qui considère que quand tu dépasses 25% de ton IMC, 25 points de ton IMC, que tu es en surpoids, il faudrait peut-être commencer à te bouger un peu le cul, et qui dit, les amis, je connais pas d'obèses morbides qui mangent des betteraves, des blettes et qui courent 30 minutes par semaine, euh, je passe pour un extrémiste. Donc, ça va être absolument impossible à grande échelle pour les deux raisons que j'ai évoquées. Un, l'hétéroclité de la qualité Mhm. de notre métier qui fait que, ben, en vrai, aller se mettre au milieu de tout le monde, c'est un peu comme demander pour défendre des restaurateurs à Paul Bocuse d'aller se mettre dans la mêlée avec les dirigeants de McDo, tu vois, pour que les restos réouvrent. Franchement, ça va être trop compliqué. Et derrière, il faut quand même se rendre compte que nous sommes des malades mentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu deviens un mec hardcore parce que tu fais du sport 3 fois par semaine. Toi, t'es un fou, t'es un hardcore, t'es un dingue, t'es un punk, t'es un extrémiste, t'es presque un skinhead. Donc, il faut comprendre qu'en fait, on a ce gouvernement parce que euh, c'est le peuple qui lui ressemble. Et c'est très difficile, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui donne aussi la conscience du pouvoir que toi tu as, Mhm. que moi j'ai, que tous les gens qui suivent notre travail ont. C'est en fait à notre échelle, on peut changer les choses, mais seulement à notre échelle. Et ça donne l'importance que notre échelle a, notre micro-échelle, parce que si un coach comme moi, avec 2 coachs dans ma salle, on arrive à tenir debout 150 personnes, eh bien, si tous les gens qui sont dans notre métier se mettent à faire la même chose, 3 qui boostent 150, puis, sans parler du travail en ligne que je fais, parce que pour donner un exemple, j'ai regardé en 2019, entre le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, on a eu 1800 clients en plus sur We Are Athletic. 1800 clients qui n'avaient jamais commandé avant. Mhm. 1800. C'est-à-dire que quand tu as un owner de coach, c'est pour ça que j'aimerais rendre humble mes concurrents, les amis, quand vous faites des progs pour 20 personnes, moi j'ai 1800 clients différents de plus
en 2020 qu'en 2019. J'aimerais que vous compreniez que je suis pas du tout dans votre sphère en fait. On n'est pas du tout au même niveau. Donc restez où vous êtes. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que on a un super pouvoir. Mais on a un super pouvoir à partir du moment où on en prend conscience qu'il faut le faire en temps réel, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, au quotidien. Et pas rester dans l'expectative d'avoir potentiellement un jour une union sacrée des professionnels de notre activité en se disant bah, ça sert à rien de faire quoi que ce soit parce qu'on est désunis. Un jour, on sera unis, on fera un truc. Non, 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 on sera jamais unis. Moi, je pense que vaut mieux faire des constats. Tu vois, Mhm. moi, mon constat, pourquoi j'ai fait squat every du jour au lendemain? Parce que je fais 1m85 pour 85 kilos et j'ai jamais eu de force dans les jambes par rapport à un élite. Donc, j'ai fait le constat, Guillaume, t'es médiocre dans les jambes, bam, squat everyday, boum, 200 kilos 4 mois après. Voilà, faut faire des constats, c'est comme ça. À partir du moment où on est dans l'expectative d'un rêve qui, pour moi, a trop peu de chances d'arriver, celui de l'union sacrée des éducateurs sportifs et des salles de sport, qui va créer un mouvement, qui va faire, quoi, faire bouger les choses, moi, je pense que ça, c'est la voie de la passivité. La voie de l'action, c'est OK, on ne sera jamais unis, mais par contre, je prends conscience que moi, dans ma salle, j'ai 200 clients, 50 clients, 3000 clients, et que à mon échelle, avec mon équipe, là, je peux commencer à bouger les choses. J'ai pas besoin d'attendre que dans ma ville, je prends l'exemple de mon pote de Bordeaux, qui a une salle avec un fichier client, enfin, il a 3 salles, à peu près 1800 clients en moyenne dans chaque, ce qui fait quand même quasiment 6000 clients. Si lui, il attend de s'entendre avec toutes les salles de Bordeaux pour faire un mouvement, ça n'arrivera jamais. Par contre, aujourd'hui, il peut agir sur 6000 personnes avec son équipe de coach. Donc lui, il a un pouvoir à partir du moment où il devient en temps réel et qu'il va faire les choses maintenant. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Je ne sais pas Ouais. si c'est très clair. C'est très très clair. Je pense que le message il est clair. Et donc, pour clore un petit peu ce chapitre, je veux passer à d'autres questions ensuite qu'on a eues sur Insta notamment. Pour clore un petit peu ce chapitre-là sur la fermeture des salles, qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique en tant que coach pour faire avancer les choses? Il ne faut pas chercher à changer le système depuis le haut. Il faut le faire en mode grassroots depuis Impossible. le bas. Il faut le faire chacun dans sa sphère de réseau, de compétences. Et si on peut le faire avec 3 clients, on le fait avec 3. Si on peut le faire avec 100 clients, on le fait avec 100. Mais il faut essayer de faire une différence à son échelle. Arrêter de se plaindre et Complètement. de pointer du doigt parce que ça nous mènera nulle part. Et concrètement, faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, avec la meilleure intention dans la tête et pour essayer d'avoir un effet positif sur la santé de tous les gens qu'on peut atteindre au travers de notre travail. Complètement. Et en toute honnêteté, avec tous les gens que je côtoie, tous les owners de salle, tous les gens du business, tous les gens que je côtoie, je connais personne. Assis-toi bien. Je connais personne qui n'a pas pu payer son loyer et ses charges en ayant pris soin de ses clients. Je ne vais pas parler des salles de fitness à la Fitness Park, à la Basic Fit que je ne connais pas, que je ne côtoie pas, donc je ne vais pas parler de ce que je connais pas, d'accord? Sachant que eux ont des investissements matériels et des loyers dans des centres commerciaux qui doivent leur exploser les charges fixes, ça doit être quelque chose d'incommensurable, d'accord, soyons clairs. Mais dans mon réseau de coachs que je côtoie, je connais personne qui a crevé la gueule ouverte à cause du Covid. Moi, j'ai conservé 85% à peu près de mes chiffres d'affaires dans mes salles alors qu'on est fermé. Mais attention ce qu'on a mis en place par contre, on rigole pas. On est tous les jours à la salle à 10h, tous les jours 11h, on fait minimum 3-4 vidéos différentes. Tu vois ce que je veux dire? Si vous faites les choses avec le cœur, moi ma salle est vide actuellement. Enfin, j'ai prêté jusqu'à mes rameurs. Et juste pour conclure là-dessus, ce qui est affligeant, c'est qu'à un moment, je le répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour aider les gens, pour aider les coachs. Parce que moi, ça fait 8 ans, 10 ans que je suis là-dedans. Et donc, je savais que dans cette situation de crise, excusez-moi, je suis en train de chercher l'embout où je rentrais mon chargeur. Je savais que dans cette situation de crise, il y en a qui n'allaient pas forcément voir ce qui allait se passer. Et à une époque, tout le monde me prenait pour un con jusqu'à ce que j'ai raison sur à peu près tout ce que je dise. Et là, d'un coup, les gens sont revenus en arrière. Ça a été le cas à l'époque sur protocole de PM quand j'expliquais que tout le monde était en train de se péter dans notre sport, qu'il fallait arrêter. Tout le monde m'a dit qu'il fallait que je la ferme et que j'étais personne pour parler jusqu'à ce que maintenant tout le monde paye ma certification de PM parce qu'en fait j'avais raison, tu vois. Donc j'ai fait une vidéo à l'époque où je me suis vraiment fait massacrer. Hein. En France, ça a été vraiment, enfin, pas par beaucoup de gens, mais alors ceux qui m'ont massacré, ils ont été bien virulents. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils se sont régalés. Où j'ai expliqué pourquoi il fallait prêter son matos. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous compris.
Il n'y a personne qui fera une story après avoir vu cette vidéo en disant « Ouais, c'est vrai, je suis une connasse. J'ai bien vomi sur Guillaume Guillou au premier confinement quand il a dit qu'il fallait prêter son matos. Et je le reconnais parce qu'en fait, au deuxième confinement, je l'ai fait. » Personne, personne ne va dire ça. Mais moi, par contre, j'ai toujours les noms dans la tête. Et je sais que ces gens-là ont finalement fini par faire ce que j'ai fait, ce qui est très drôle. C'est-à-dire que, comme Idriss Aberkan et d'autres avant lui, ridicule, dangereux, évident. Hein. C'est ridicule, on va pas prêter notre matériel, on va quand même pas prêter des rameurs ou des dumbbells. Après, ouais, ce serait quand même dangereux parce que les gens, on n'est pas avec eux, donc ils peuvent se faire mal avec une haltère de 15 kilos ou un rameur. Ouais, ouais, ouais. Et ben là, deuxième confinement, c'est complètement évident. Évidemment qu'il faut leur prêter le matos. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, que au mois de mars l'année dernière, vous m'avez bien vomi sur la tronche, alors que moi j'ai juste fait une vidéo pour vous aider en vous disant attention ceux qui veulent pas prêter leur matériel et faire des choses pour leurs adhérents, quand vous allez prendre une extension du confinement et qu'il va falloir payer votre loyer, vous allez pleurer des larmes de sang. Moi, aujourd'hui, je peux toujours payer, je peux toujours faire mes affaires, je peux même investir du matériel et je peux, et ça, c'est vrai, c'était vraiment mon seul objectif, mon seul et unique objectif, conserver mes emplois. Mmh. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit aussi précédemment, ces gens-là étaient là avant la crise, ils seront là après la crise et il faut absolument pas que je les laisse tomber pendant, sous prétexte que on a un peu moins d'argent, tu vois. Donc voilà, je ne connais personne, en toute honnêteté, qui est dans un profond désarroi financier quand il a pris soin de ses clients. Par contre, il y a toujours des gens qui vont râler alors qu'ils n'ont rien fait pour leurs clients en disant que ouais, les gens, ils arrêtent leurs cotises, je comprends pas, c'est quand même pas cool, la communauté, elle est où? La communauté, elle est nulle part en fait. Si toi, tu as décidé que comme tu étais fermé, t'arrêtes et tu leur fais faire que des push-ups et des pull-ups chez eux, évidemment, les gens, ils comprennent vite qu'ils ont, au passage, moi-même, j'ai mis des programmes gratuits home workout juste pour faire des pull-ups et des push-ups. Donc, les clients, vos clients n'ont pas besoin de vous pour faire des tractions, des lunges et des squats chez vous. Voilà, c'était la clôture du truc. Donc, le sujet sur lequel je voulais passer avec toi maintenant, quelques questions côté entraînement, donc faisons abstraction du Covid pour ça. Euh, comment est-ce que tu décides quand travailler tes faiblesses et quand travailler tes forces dans un certain cycle d'entraînement à un certain moment de l'année? Quand je te dis ça, à quoi ça te fait penser et quels sont les paramètres qu'on doit considérer quand on décide quel aspect de nos compétences on doit travailler en priorité? Euh, Pendant mon passage en STAPS, on a beaucoup développé des choses comme la PPG et la PPS, donc préparation physique généralisée, préparation physique spécifique. Et contrairement à ce qu'on peut vendre au level 1, le CrossFit en tant que méthode, c'est l'école de la PPG. Le CrossFit en tant que sport, c'est de la PPS. On retrouve toujours 21 exercices aux Open avec 2 variantes à peu près tous les ans. Donc le CrossFit sportif est un sport profondément spécialisé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, il y a une difficulté que les gens. Cette question est très intéressante parce que les gens ont une vision erronée de l'entraînement. Je m'exprime. Les gens qui commencent le CrossFit ne se sont rarement, enfin, dans les 95% des cas, se sont rarement entraînés à haut niveau avant. Et donc, ils ont des conceptions erronées sur l'entraînement. Je m'explique. Je commence le CrossFit, j'ai 0 barre en haltéro, on me file une barre à vide dans les mains, je ne comprends pas comment ça peut peser aussi lourd. Au bout d'1 an, j'arrive à snatcher, correctement, si je m'entraîne correctement, 50-60% de mon poids de corps. Et au bout de 2 ans, 3 ans de pratique, je vais snatcher à peu près mon poids de corps. Bon, évidemment, il y a toujours l'exemple de certains mecs qui arrivent et qui squattent 200 kilos à leur première séance alors qu'ils n'en ont jamais fait. Donc, encore une fois, commencez pas à me raconter que vous connaissez un exemple parce que c'est une exception qui n'affirme pas la règle. Bref. Et donc, le débutant, comme son système nerveux, il est pas développé, il est en progression constante tout le temps. Ce que j'explique et ce qui est très bien développé par OPEX, la notion de age training. C'est-à-dire que c'est pas une question d'âge, c'est une question d'âge d'entraînement. Quelqu'un qui débute, il a une courbe de progression comme ça exponentielle. J'ai pas de force dans les jambes, rien que des air squats développe mon 1RM.
rien que des wall balls développent mon RM, rien que des accélérations au rameur développent mon RM, mais c'est pas mon 1RM qui se développe, en fait, c'est le recrutement nerveux de mes cuisses. Mon cerveau et mon système neurologique comprend que j'ai des cuisses, je commence à savoir les recruter correctement, donc mes charges augmentent. On en arrive au développement nerveux quand on a 5-6 ans d'entraînement et que là, on commence à prendre des secousses. Une des particularités pour ça, pour reconnaître quelqu'un qui est dans un age training avancé par rapport à quelqu'un qui est dans un age training débutant, c'est sa capacité à récupérer d'un 1RM. Vous prenez un débutant qui back squat 80 kg, vous lui faites faire le lendemain, il va squatter au moins 70. Vous lui faites faire le lendemain, il va faire au moins 75 si c'est pas 80. Et donc, le mec est toujours dans 5 à 10% près. Vous prenez un mec comme Benjamin Hennequin, il va squatter 300 kg en 1RM et derrière, vous lui refaites faire le lendemain et à mon avis, il fera même pas 280. Et vous lui faites faire le surlendemain et à mon avis, il fera même pas 270 parce qu'en fait, pour arriver à 300, il est rentré dans un niveau de spécialisation complètement énorme. J'ai eu plein de discussions avec Benjamin Hennequin parce que ça va faire plus de 3 ans que je collabore avec et qu'il a vécu 6 mois hier. Et Benjamin Hennequin vous explique que quand il veut snatcher 165 en compétition, évidemment qu'il ne s'entraîne pas à 165 toute l'année parce que pour faire ça, il fait un pic de forme et qu'en fait, il snatch 120, 130 à l'entraînement toute l'année. Quand il arrive à 12 semaines du compétition, il commence à augmenter les squats et les tirages. Et là, il remonte à 150, 140, 155, 150, 155 pour arriver le jour J et boum, éclater 160, 165. Et donc, le débutant a cette vision qui peut faire des PR tous les jours ou régulièrement, ce qui est complètement erroné. Moi-même, je me suis fait taxer à un moment parce qu'en 2017, j'ai fait un programme qui s'appelle le 7-13 qui m'a été conseillé par un pote à moi et qui m'a donné une force en front squat absolument monstrueuse. C'est-à-dire que j'ai commencé ce programme avec une rep à 155 en front squat et 12 semaines après, j'ai fait 2 front squat à 160 plus 4 back squat à 160 enchaînés. Et évidemment, je faisais la compétition à l'époque des French Throwdown. Et la semaine où j'ai fini ce programme, la semaine même, tombe le qualifieur des French Throwdown 1RM clean. Donc, ça tombe un mercredi. Moi, je sortais de ma séance de front squat. Je dis, je vais essayer. Je fais 150 en étant vraiment fatigué des cannes. Mais en fait, j'étais juste ultra spécialisé. Donc, 3 jours après, j'ai pris 2 doses de booster, j'ai mis des genouillères et une ceinture et j'ai éclaté un 157, ce qui était en fait monstrueux. 2017, vous clinez 157. Je crois qu'il y a Stefano Sanga qui avait fait 159. Par rapport à mon niveau qui est très 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 loin des élites, je suis passé pour le mec le plus dopé de la Terre qui avait fait une perf forcément énorme. Au passage, derrière, j'avais tellement cliné lourd et mon jerk était tellement dégueulasse que comme je suis un athlète intelligent, j'ai arrêté de faire de la force et j'ai fait tout un process de mobilité qui m'a fait perdre beaucoup en tension dans ma chaîne postérieure et qui m'a par contre vachement dégagé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'époque, je clinais 157 et je snatchais une fois tous les 6 mois 105. Vous imaginez la dégueulasserie de ma technique overhead. Par contre, j'avais des épaules de titan, voilà, donc tout ce qu'il faut pour cleaner lourd. Pendant une phase, donc j'ai arrêté de cleaner. J'ai fait énormément de renforcement musculaire. J'ai fait énormément de mobilité, énormément de stretching. Ce qui fait qu'en fait, au passage, c'est l'année où j'ai rencontré Weightlifting 101, juste après. Donc, j'ai augmenté mon snatch en 1 an et demi de 105 à 120. Par contre, mon clean, vu que je m'étais vraiment libéré en termes d'amplitude et donc que j'avais perdu pas mal de tension musculaire, je cleanais en 1 RM du jour dans les 140. Voilà, j'avais un 140, 145 régulier. Et il y a des gens qui sont venus m'expliquer que j'étais dopé parce que un jour j'ai fait 157 et qu'aujourd'hui à l'entraînement je galérais à faire 140. Et au passage, ce sont des coachs connus qui ont raconté ça. J'essaie juste de vous expliquer qu'en fait ça prouve l'incompétence d'un coach. Parce que ne pas comprendre qu'il y a des pics de forme, c'est ne pas comprendre qu'on a un age training. En fait, moi, à l'époque 2017, ça faisait déjà 6 ans que je faisais du CrossFit. Ça faisait déjà 6 ans que je m'entraînais en force. Donc, j'avais un age training très développé. Donc, comme d'hab, là, j'ai fait 200 kilos en squat, par exemple, grâce à Squat Everyday. Derrière, j'ai vachement diminué le volume. Aujourd'hui, en reprise, je fais un 160 avec pause, 170, 175 difficile parce que je suis en reprise. Je ne suis pas du tout à mon pic de forme. Et on en arrive aux proportions que j'ai expliquées sur Benjamin Hennequin, 165 en compétition, 120 à l'entraînement. On en arrive dans les mêmes rapports. Derrière, je vais me respécialiser. Dans 2 semaines, je vais resquatter 180 comme ça. Dans 2 mois, je vais resquatter 190 comme ça. Et dans 3 mois, je resquatte 200. Mais
Et donc, on en arrive toujours à ce rapport de 12 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais l'erreur que font les gens pour la notion de travail de points faibles et de points forts, parce que ne croyez pas que je divague en ayant oublié la question de base, c'est que, en fait, comme vous croyez qu'on peut garder une intensité nerveuse très élevée parce que c'est ce que vous avez vécu pendant vos 3 premières années d'entraînement, vous refusez à un moment de déconstruire pour reconstruire. Et il faut quand même reconnaître qu'à un moment où on va faire vraiment de la vraie force pour vraiment passer un cap, la force n'est pas la vitesse. Donc, vous allez faire un cycle de squat sur 5 ou 6 mois et vous allez prendre plus 20 en squat, mais derrière, vous serez un peu plus lent. Donc, derrière, par exemple, vos barres d'haltéro, vous n'allez pas forcément bien les vivre. En fin de squat everyday, je me suis tapé un Murph avec ma salle. Autant vous dire que les 300 air squats, alors que je n'avais pas fait d'hypertrophie depuis, d'hypertrophie, là carrément, on est dans l'hypertrophie sarcoplasmique, donc on est très très loin dans le spectre de l'endurance. Derrière les 1,6 km, bon, j'ai pas passé un moment super agréable. Mais je me suis pas dit, ouais, mon cycle de squat, il sert à rien, regarde, je suis une brêle à Murph, bon, ben, c'est parti, je refais que des Murphs, j'arrête le squat. Pas du tout. Il faut savoir que pour gagner, dans certains aspects, il faut savoir un peu perdre. Force, endurance de force, force-vitesse, vitesse-endurance, ce sont des curseurs et vous ne pouvez pas développer tous les aspects du spectre en même temps. Il va falloir tirer un peu l'un, accepter que ça redescende un peu pendant que vous tirez un peu les autres. Et en fait, votre progression ne va pas faire ça ou va pas faire ça, 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 ça. Votre progression va faire ça, 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 ça. Et aujourd'hui, par exemple, je fais quand même Murph beaucoup plus vite qu'il y a 8 ans, tout en squattant, tout en n'étant pas spécialisé sur du WOD, tout en squattant beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, de manière générale, mes performances ont augmenté. Après, j'accepte de ne pas toujours être au top au maximum. Donc, déjà, pour accepter de travailler ses points faibles, il va falloir accepter de ne pas être au top. Si demain, vous reprenez vos points faibles en gymnastique, il va falloir accepter que le bar muscle-up, que vous passiez un bras après l'autre en chicken wings de manière dégueulasse, il ne faut plus le passer. Donc, vous allez vous retrouver dans une phase où vous risquez de ne plus passer ça. La semaine dernière, j'ai reçu 2 mecs en coaching week, dont un qui m'a demandé de lui corriger ses muscle-up. Pendant 20 minutes, il n'en a pas passé un. Parce que je lui ai appris à arrêter de compenser son manque de presse sur la barre par le fait de plier ses hanches. Et donc, il est resté en bas de la barre à regarder la barre pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que je lui demande et qu'il me fasse un muscle-up parfait. Mais il a fallu qu'il passe par cette phase de 20 minutes de frustration. Et j'ai envie de vous dire, lui, c'était que 20 minutes. Il y a des gens, ils vont devoir arrêter de faire ce qu'ils savent faire pendant 2 mois pour ensuite passer un cap. C'est une thèse qui est développée dans Chasing the Excellence de Ben Bergeron, où il explique par rapport à Catherine Tanja que une fois qu'elle a gagné les Games, ils se sont aperçus que ses barres muscle-up étaient vraiment une faiblesse. Donc, elle a repris des programmations où elle les faisait que 1 par 1 jusqu'à les faire 2 par 2, jusqu'à les faire 10 par 10. Mais elle a dû accepter à un moment d'arrêter d'enchaîner des barres muscle-up comme une folle parce que c'était mal fait et elle a dû redéconstruire, accepter de les faire que par 1. Donc, je pense que pour pouvoir déjà savoir quand travailler ses points faibles et ses points forts, il va falloir accepter de perdre un petit peu. Un peu comme, pour vous donner une image, dans mon parcours, moi, j'étais par exemple très bon en boxe thaïlandaise et pour me développer dans le MMA, je suis allé prendre des cours de lutte. Mais le problème, c'est que la boxe thaïlandaise, dans la lutte, ça vous sert à rien en fait. Vous avez des postures qui sont pas du tout adaptées, vous avez des placements de corps qui sont pas du tout adaptés, vous avez des réflexes qui sont pas du tout adaptés. Donc il faut accepter de faire la serpillière sur le tatami de mecs qui eux sont spécialisés dans leur domaine pour pouvoir apprendre. Et il faut pas être frustré de pas pouvoir faire ce que vous savez faire. J'ai eu la même anecdote sur une formation de sécurité où on apprenait des méthodes pour ne pas faire mal aux gens qui nous agressaient, ce qui est conceptuel, hein, mais c'était du combat dans le cadre légal en fait. En France, tu me mets une patate, je ne peux pas te mettre un coup de coude, je ne peux pas t'exploser la tête. Je suis obligé de m'adapter à ce que tu me fais. Donc, au passage, pour ceux qui voudraient titiller, je fais très attention aux gens qui titillent sur ce que je dis. Oui, en France, vous n'avez pas le droit de répondre à une droite dans la tête par une droite dans la tête, puisqu'il n'y a pas légitime défense, puisque dans la légitime défense, il y a 4 aspects, dont la simultanéité. Donc, le seul moyen de répondre à une droite dans la tronche par une droite dans la tronche, ce serait qu'en même temps qu'on vous mette la droite, vous la mettiez, mais à partir du moment où vous l'avez prise
vous avez reculé, vous êtes revenu, vous l'avez remise, ce n'est plus de la légitime défense puisqu'il n'y a plus de simultanéité, c'est de la vengeance. Voilà, c'était le petit cadre légal pour vous expliquer. Donc, pour en revenir à ce que j'expliquais, dans cette formation-là, moi, mon premier réflexe quand quelqu'un m'agresse, c'est de lui mettre une droite. J'ai dû pendant 2 jours me prendre des savates monstrueuses parce que mon premier réflexe n'était pas le bon. Donc en fait, je prenais des bastos dans la tête et j'essayais de ne pas faire mon premier réflexe et je devais aller travailler sur quelque chose de nouveau qu'on m'avait appris. Et évidemment, ça n'a pas été agréable. J'ai pas passé un bon week-end. Je suis rentré du week-end en boitant, avec un œil au beurre noir, etc. Mais j'ai accepté ça. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler ses points faibles, avant toute chose, il va falloir qu'il mette son ego à la porte, mais pas genre à l'américaine. Yes, you leave your ego at the door. Le mec, ça c'est le hashtag favori des gens qui se tirent la bourre dans les WOD. Donc, ou qui veulent mettre un meilleur score que leurs potes sur Wodify. Donc, leave your ego at the door dans mes hashtags sur Instagram, mais par contre, dans Wodify, je regarde ce que les autres ont mis et j'essaie de faire un WOD encore plus dégueulasse pour cheater encore plus les reps pour mettre un meilleur score. Donc, pour pouvoir travailler ses points faibles, il va falloir se remettre en question, laisser au sens propre son ego à la porte et accepter de perdre un petit peu d'une part, de l'autre. L'un des mensonges qu'on a voulu faire croire au début de l'avènement du CrossFit, c'est qu'on pouvait tout développer en même temps. C'est vrai, on peut tout développer en même temps quand on a un age training de bébé. C'est-à-dire quand on a un age training de 0, eh bien évidemment, c'est un peu comme un obèse qui voudrait perdre du poids. Il n'y a pas besoin d'un programme de dingue pour faire perdre du poids à un obèse. Il faut lui faire manger des légumes et vous le faites marcher 30 minutes par jour. Le corps, il a tellement envie de lâcher des calories que le mec va perdre. Il n'y a pas besoin d'une science exceptionnelle. Faire un programme de squat pour quelqu'un qui n'a jamais squatté, la personne qui fait 80 kg de poids de corps, si elle n'est pas blessée, en 6 mois, elle peut passer de 0 à 100 kg. C'est pas votre programme de back squat qui est incroyable. C'est quelqu'un qui n'en faisait pas, qui en fait. Moi-même, sur un programme qui s'appelle l'Extrench, où j'ai eu des résultats, c'est notre best vente sur le site. J'ai des gens qui sont revenus vers moi en me disant, Guillaume, c'est incroyable, ton programme m'a fait prendre 40 kilos. Je suis tout à fait conscient que j'ai pas fait prendre 40 kilos à quelqu'un qui squattait déjà 200 kilos et qui est monté à 240 en 5 mois. Ça, j'en suis conscient. Le mec est content d'avoir fait plus 40, mais je sais pertinemment que c'est un gars qui squattait 60, il a squatté 5 mois, il est monté à 100. Mais c'est pas mon programme qui est exceptionnel. Moi, je dis toujours, de toute façon, je ne vends pas de programme exceptionnel, je vends du travail. L'Extrange, c'est pas un programme exceptionnel de squat, c'est un programme qui vous fait squatter 3 fois par semaine pendant 5 mois, pardon. 3 fois par semaine pendant 5 mois, tu avais un squat, tu en as un autre. Basta. C'est clair. Si tu squattais pas avant, tu squattes 3 fois par semaine pendant 5 mois, c'est réglé. Quelqu'un qui n'a pas de cardio, il prend ses baskets, il va courir 3 fois 5 km par semaine pendant 3 mois. Il avait un cardio avant, il aura un cardio après. C'est pas mon idée qui est géniale de lui dire, tiens, et si tu allais courir 5 bornes par semaine, un jour sur 2. Tiens, ça, je pense que c'est un programme faramineux. Pas du tout, c'est le pouvoir de l'habitude. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il va falloir accepter pour développer ses points faibles de perte. Ça se fait donc loin des compétitions. Pour répondre de manière plus précise à la question, ça se fait loin des compétitions en PPG. Quel meilleur moyen qu'un bon confinement qui va de toute façon nous éclater le planning de compétition intéressante avant très longtemps? Quelle meilleure occasion de le faire que maintenant? Et au passage, dernier truc, encore une fois qui revient sur le pouvoir de l'habitude. Donc, le pouvoir de l'habitude, ce fameux pouvoir de l'habitude, c'est que moi, j'ai réussi à faire taire pas mal de points faibles, même si j'en ai encore comme tout humain, sur le fait de faire les choses tous les jours. On est ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous fait découvrir des choses comme la discipline, comme le pouvoir de ça. On dit toujours, d'ailleurs, je crois que vous avez fait un petit post qui s'appelait la liberté et discipline, ou la discipline et liberté. Moi-même, par exemple, j'ai une grosse faiblesse sur l'adaptation au froid. J'ai un tissu adipeux ridicule. Je suis connu pour être un athlète vraiment très, 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 très sec. Aujourd'hui, par rapport à mes stages de bivouac, etc., où là, on est parti il n'y a pas longtemps, où il faisait moins 15 degrés, je subis beaucoup moins le froid parce que tous les jours, je prends une douche froide. Tous les jours, je finis ma douche sur 2-3 minutes d'eau glacée et j'ai beau être sur la Côte d'Azur. Bon, quand il fait froid, il fait froid. C'est pour vous expliquer que c'est à peu près la même chose sur l'entraînement. Vous n'avez pas de force, faites quelque chose de lourd tous les jours. Vous n'avez pas de cardio, faites quelque chose qui vous essouffle tous les jours. Et je pense que le côté tous les jours journalier est beaucoup plus important que le côté intensif. Les gens veulent remplacer par l'intensité le travail qu'ils ne font pas au quotidien. Moi-même actuellement, moi-même sur Squat Everyday, pourquoi ce programme je le fais seulement sur consultation? Parce qu'en fait, il faut que j'explique la PEDA aux gens. Je demande aux gens de ne pas failer. Je demande aux gens de ne pas se déformer. Je demande aux gens de s'écouter.
Ce qui est totalement l'opposé d'un programme où tu fais un RM tous les jours. Et pourtant, c'est beaucoup plus intéressant de garder 5 kilos sous le pied tous les jours pour pouvoir squatter tous les jours pendant 12 semaines et éclater tes barres Mm. que vouloir mettre de l'intensité. Et comme les gens squattaient avant une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, ils disaient bon ben là c'est la séance de squat, je me suicide, il faut pas du tout qu'ils abordent ça de la même manière. Mm. Idem un peu pour le stretching où vous voudriez vous écarteler parce que vous le faites une fois par semaine, au lieu d'en faire un peu tous les jours. Vous devenez beaucoup plus mobile en faisant une routine de mobilité quotidienne que en vous faisant des séances de torture une fois toutes les semaines, les 15 jours ou les mois. Donc voilà, je voulais juste insister sur ce côté, si vous voulez tuer une weakness, faites en sorte de le faire tous les jours. Imaginons, moi, quand je vais vouloir reprendre le cardio, une idée très simple, prendre des baskets, mon warm-up, eh ben, c'est 3 km de course à pied. Ça fait quoi, 10-12 minutes de footing? Et sachant que ça fait des mois que j'ai pas couru, si vous vous entraînez 5 jours sur 7 et que vous allez courir 3 bonnes par jour, vous faites 15 km par semaine. Donc en fait, cet effet cumulatif de l'habitude Mm. devient complètement dingue. Vous faites 10 minutes de mobilité par jour. En fait, sur la semaine, vous avez fait 1 heure de mobilité. C'est exceptionnel. Et donc voilà, si vous voulez tuer vos faiblesses, un, faites des gros programmes loin des compétitions, évidemment. Deux, le pouvoir de l'habitude. Il vaut mieux 10 minutes par jour ou il vaut mieux faire tous les jours en gardant un peu sous le pied que vouloir se massacrer dans l'intensité. Voilà. Quel est le rôle pour toi du sommeil dans la santé et la performance? Très intéressant que tu poses cette question à ce moment-là de ma vie, puisque j'ai expérimenté pendant les quelques dernières semaines le sommeil complètement aléatoire avec un réveil très très tardif. J'ai eu la chance de croiser sur un plateau télé, bon je l'ai pas croisé mais je l'ai vu sur un plateau télé, une femme qui disait oui alors moi je suis médecin spécialiste du conseil du sommeil. Oui, alors non, l'important c'est les heures, c'est pas trop quand vous dormez, que vous dormiez 8 heures de 22 heures à 6 heures ou 8 heures de 2 heures du matin à 10 heures, du moment que vous avez vos 8 heures, ça ne change rien. Faux. Euh, faux. Euh, faux. C'est entièrement faux et c'est complètement stupide. Il y a des rythmes hormonaux qui, eux, vous écoutent pas du tout en fonction de quand vous aimez dormir. Je suis un mec qui a travaillé très longtemps en boîte de nuit, donc qui suis complètement détraqué. J'adore me coucher tard et j'adore me lever tard. Pourtant, je suis obligé de vous dire que depuis que j'ai repris une routine où je me couche un peu plus tôt, je me lève un peu plus tôt, ça va quand même vachement mieux. J'ai beaucoup plus de tonicité la journée, j'ai beaucoup plus de force, j'ai beaucoup plus d'envie, j'ai un meilleur mood. Mm. C'est pas moi, c'est toutes les études qui l'expliquent. On a fait un e-book qui s'appelle Alimentation, cerveau et mode de vie, où on explique aussi le lien des cycles circadiens par rapport au système hormonal, à la digestion et l'alimentation. Et donc, expliquer à quelqu'un que qui dorme de 14 heures à 22 heures, ça change rien s'il a dormi 8 heures que s'il avait dormi de 22 heures à 6 heures. C'est complètement ubuesque. Que ce soit des médecins qui disent ça, c'est encore pire. Donc, il faut que votre sommeil soit récupérateur. Je dis par contre pas qu'on a tous le même rythme. C'est-à-dire que moi, vous me faites coucher à 22 heures, ça ne marchera jamais. Et vous me faites me lever à 6 heures, je serai toujours une épave. Moi, mon bon rythme, c'est minuit et demi, 9 heures. Ça, c'est vraiment mon rythme parfait à moi qui me convient. Il y a des gens qui ont besoin de moins. Je connais des gens qui sont des machines de guerre en dormant 6 heures par nuit. Fabuleux pour eux. Je connais des gens qui ont besoin de plus. S'ils dorment pas 10 heures, c'est des épaves. Mais attention à ne pas confondre vos mauvaises habitudes avec votre rythme. Mm. Je pourrais venir vous expliquer ici que non, non, moi, mon rythme, c'est me coucher à 2 heures du matin et me lever à 10 heures. C'est comme ça, c'est mon rythme. C'est pipeau, c'est complètement pipeau. À chaque fois que j'ai un rythme meilleur, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà. Il y a aussi, je pourrais vous rediriger vers des travaux de Christian Thibaudeau qui sont maintenant repris par, ce qui est très à la mode, Julien Pinault sur système nerveux et alimentation, qui ont donc une influence. Il y a des gens, s'ils mangent des glucides le soir, ça les empêche de dormir. Il y a des gens, s'ils mangent des glucides le soir, ça leur permet de dormir. Mm. Donc tous ces travaux-là, je vais pas les tailler pour pas trop prendre de temps, mais il y a des pistes intéressantes. Attention parce que des fois vous êtes dans un neurotype et des fois vous l'êtes pas. Moi, par rapport à mon neurotype, il faudrait que je mange pas trop de glucides le soir, ou peut-être qu'il faudrait que j'en mange, mais en fait ça a pas trop de loi. Et alors anecdote, c'est petit tips dans cette période, les lunettes contre la lumière bleue. J'ai entendu parler de ce truc-là il y a plusieurs années. J'avais essayé Pipo, ça ne m'avait rien fait, ça n'avait rien changé. Aujourd'hui, par contre, j'ai des lunettes à ma vue avec un filtre lumière bleue. Mm. Et clairement, vu que je regarde la télé le soir ou je bosse sur mon ordinateur, j'ai un sommeil beaucoup plus récupérateur.
et je m'endors beaucoup plus facilement quand j'ai mes lunettes à ma vue avec le filtre lumière bleue que quand je ne les ai pas. Alors, est-ce que c'est la lumière bleue ou est-ce que c'est parce que mes yeux forcent et donc ça excite mon cerveau d'une autre manière? Je ne sais pas. Mais pour ceux qui passent leur soirée devant des écrans et qui ont des problèmes derrière de suractivité neurologique et cardiaque avant d'aller dormir, il y a une piste là-dedans. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien de le dire aussi. Des fois, les gens ils peuvent nous regarder un petit peu de travers quand on parle de lumière et de type de lumière, etc. Mais à savoir que très simplement, la lumière bleue, c'est associé avec ce que tu perçois pendant un lever de soleil. Et le spectre plus côté rouge, c'est ce que tu vas percevoir quand le soleil se couche. Et donc, si tu t'exposes à de la lumière bleue, donc écran d'ordi, téléphone, etc., télé, etc., le soir, pour ton cerveau, c'est l'équivalent d'un lever de soleil. Et donc, ça ne va pas de concert avec l'idée d'aller se coucher bientôt, d'où l'intérêt de potentiellement pouvoir Exactement. bloquer ces rayons-là. Euh, Prochaine question pour toi. Qu'est-ce que, on en a déjà parlé de cette interaction entre les disciplines, on va dire, adjacentes au CrossFit et le CrossFit en lui-même. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus précisément de la relation entre ces différents domaines-là de champ de compétences, sport, etc. Qu'est-ce que l'haltéro devrait prendre du CrossFit et qu'est-ce que le CrossFit devrait prendre de l'haltéro? Et si on peut faire ça assez court et ensuite tu peux enchaîner sur la même question mais avec la gymnastique. Alors, cette question, j'ai une réponse très rapide et très courte et très pertinente à vous exposer parce que j'ai déjà eu ces discussions avec Benjamin Hennequin. Et l'anecdote, c'est que Benjamin Hennequin, je l'ai rencontré et je suis allé le voir à son club. C'était lui qui m'a contacté parce qu'il savait que j'étais à Bordeaux. Et il m'a accueilli comme si j'étais une superstar du CrossFit, alors que pas du tout. Moi, j'étais face à mon idole de l'haltéro que je suivais même avant le CrossFit. Et c'est lui qui me fait un accueil de ponte. Bon bref, la situation était complètement folle. Et en fait, il était complètement fan de mon travail parce que il avait vu dans le CrossFit ce qu'il n'y avait pas dans l'haltéro, que ce soit en termes de mobilité, de renforcement fonctionnel, de d'organisation de compétition. Il faut savoir qu'en fait en France, l'haltéro, vous avez 3 personnes de plus de 75 ans qui vous jugent dans un silence de mort. Si jamais vous droppez la barre, on vous met limite un carton rouge parce que la barre faudrait la raccompagner. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. À l'opposé du spectre, en gros, pour vous expliquer, vous avez mis le Coca-Cola qui explose la barre, qui fait des danses en hurlant comme un malade mental. Je pense que s'il y avait plus de gens comme ça et plus d'ambiance, il y aurait plus de gens dans les compétitions d'haltéro. Mais bon, bref, voilà, c'est pas que mon avis, c'est aussi celui de Benjamin. Donc, on s'est posé la question et donc, lui, direct dans la première discussion que j'ai avec Benjamin, me disait, mais Guillaume, mais bien sûr que ce que tu fais, c'est génial et puis ce que vous faites en CrossFit, c'est génial. Vous avez trop d'avance, la mobilité articulaire, vos échauffements, les trucs que vous faites avec les rouleaux, votre aspect de la mobilité, l'ambiance, l'organisation de compétition, etc. Donc, tu vois, en 5 minutes, je peux te résumer ce que Benjamin Hennequin trouvait de fabuleux dans le CrossFit et qu'il n'y avait pas du tout dans l'haltérophilie. Donc, en termes de discipline, toutes ces Mmh. choses-là peuvent s'échanger. À l'opposé, le CrossFit doit s'inspirer de la discipline, de l'aspect de répétition, du arrêter de faire moins bien que le meilleur qu'on puisse faire. Parce qu'un haltérophile, un vrai haltéro, hein, qui loupe une barre à 80%, c'est un drame. Enfin, moi, j'ai déjà vu Benjamin louper 120 au snatch. Fallait pas trop lui poser une question de merde à ce moment-là parce que je pense que la barre de snatch, vous la prenez dans la tronche. Donc, d'ailleurs, il la loupe, il hurle, il la reprend, il la remet. D'accord. Mais ce côté discipline, ce côté qualitatif Mmh. du geste et de la répétition, un peu martial, que j'adore dans l'haltérophilie, Mmh. je pense que les crossfitters devraient s'en préoccuper. Pour la gymnastique, j'ai eu cette semaine 3 semaines à ma salle Thibaut Soubera qui sort donc de 28 ans de gymnastique que j'ai eu le plaisir de découvrir sur Instagram et que j'ai le plaisir de faire développer actuellement en France sur sa spécialité de gymnastique. Donc le bonhomme a bientôt 30 ans, dont 28 ans de gymnastique. Ça calme quand même, ou 28 ans et 25 ans de gymnastique. Enfin, un ratio comme ça, un truc assez monstrueux. Dont les parents sont profs de gym. Donc vous imaginez le niveau de gymnasticalisation du gonze. Donc ça m'a permis pendant 3 semaines, parce que je lui ai laissé mes classes et je l'ai laissé intervenir sur mes What Holiday, de voir qu'est-ce qui nous manque à nous. En France, on fait trop croire aux gens que parce qu'ils n'ont pas de force, on peut compenser avec de la technique. La gymnastique sportive vous explique que c'est faux. Vous n'avez pas la force, ce que j'appelle moi la force de mouvement et la force de position, donc la force motrice, pardon, et la force de position, le gainage, vous ne faites rien en gymnastique. Donc, ce que j'adore avec la gym pure et dure, surtout la gym masculine, parce que c'est des agrès, c'est des trucs de cow-boy, Mmh. euh, ça vous explique clair et net qu'on remplace pas un manque de force par de la technique. Et c'est d'ailleurs un truc aussi
dont l'haltéro devrait s'inspirer, puisque moi je vois des gens tirer en haltéro qui sont des purs haltérophiles et qui soulèvent beaucoup trop lourd par rapport à leur force motrice et stabilisatrice, et ce qui fait que des fois on voit des mouvements de dingue, malgré une belle technique, une superbe élasticité, une superbe explosivité, il n'y a aucun maintien, aucune stabilisation et on a peur pour ces gens. La gymnastique vous explique concrètement qu'on remplace pas par de la technique un manque de force. Ce qu'essayent de faire tous les crossfitters. C'est-à-dire, je n'ai pas le keeping pull-up correctement, mais je vais quand même essayer de faire un jumping bar muscle-up. Ou je vais me foutre un élastique. Non, 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 non. Tu n'as pas la technique parce que on va pas développer de la technique quand tu n'as pas la force. Ça, je pense que c'est un point très, 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 très important. Après, qu'est-ce que le CrossFit pourrait apporter à la gymnastique? C'est très compliqué parce que le système de notation n'est pas le même. On n'est pas noté sur autre chose que l'aspect esthétique de la performance. Il y a un juge qui met d'une note à 10 comme au patinage artistique. Donc, c'est très compliqué puisque, par exemple, eux vont être dans une notion de contrôle et de démonstration de ce contrôle et de la beauté esthétique du geste, tandis que nous, on va être dans une approche beaucoup plus fonctionnelle. Nous, je le répète tout le temps, Alizé Andréani marche extrêmement vite sur les mains. Pourtant, elle n'a pas forcément la jambe super droite. À un moment, pourtant, c'est une pure gymnaste avec un niveau exceptionnel de gymnastique. Et vous avez Rich Froning qui gagne les games en écrasant tout le monde sur un handstand walk alors qu'il est complètement scorpion. Et en fait, le mec ne marche pas sur les mains. Il court sur les mains parce qu'en fait, il a un déséquilibre complet. Et le mec se prendrait un 0 en gymnastique. Donc, tous les gens qui suivent déjà la gymnastique vous disent « Ah non, il faut complètement garder un équilibre avec les jambes complètement verticales parce que c'est comme ça qu'on apprend en gym. » Taisez-vous. Taisez-vous, l'objectif de la gymnastique handstand en CrossFit, c'est de réduire le temps sous tension et d'aller le plus vite possible au chronomètre. Donc, j'ai pas le temps, on marche sur les mains comme on marche debout, c'est-à-dire que la marche, c'est une succession de déséquilibres successifs vers l'avant, ce qui est carrément à distinguer en plus, on pourrait aller jusqu'à la course sur les mains, ce que fait des gars comme Rich Froning. Ces mecs sont sur un appui constamment et même pas sur deux. Donc là, c'est carrément un déséquilibre successif à un appui. C'est la définition de la course à pied. Donc, à partir du moment où on comprend que marcher sur les mains, c'est un déséquilibre et qu'on n'est pas là pour faire un truc esthétique, enfin, là, on n'est pas sur des anneaux, on n'est pas sur une poutre, on n'est pas là pour démonter du contrôle, on est là pour raser tout le monde, aller le plus vite possible et se taxer les moins les épaules. Et là, je suis désolé, c'est le déséquilibre le plus important qui permet de faire ça. D'accord? Donc, on ne peut pas expliquer aux gymnastes qu'il faut marcher sur les mains comme nous, mais les gymnastes vont avoir quand même du mal à s'intégrer dans le CrossFit s'ils oublient l'aspect fonctionnel. Pour vous donner un exemple très très court, pour essayer de faire très court, ce serait comme si un moniteur de sport de combat en boxe spécialisé boxe anglaise essaie d'aller expliquer que la meilleure manière de mettre hors combat un relou de boîte de nuit à des videurs, c'est la boxe anglaise. Il va y avoir un problème, c'est que si vous dites à tous les videurs de France de mettre des gauches, droites, crochets, uppercut dans la tête des clients relous, ils vont tous finir en prison en fait. Donc à un moment, vous avez votre spécialité, vous voulez intervenir dans un domaine, mais il faut prendre en compte la spécialité. Prendre un moniteur de tir sportif olympique où le mec tire à 10 mètres un plomb toutes les 25 secondes pour expliquer à un mec du raid comment il doit tirer dans une prise d'otage, vous comprenez que dit comme ça n'a aucun sens. Donc, on a tous des choses à apprendre, mais peut-être que la gymnastique apportera beaucoup plus dans le contexte CrossFit. Et je pense que c'est pour ça que les gymnastes ont aussi pas mal de mal à s'implanter dans le CrossFit, parce qu'ils veulent garder leur logique de compétition de gymnastique, qui n'est pas notre logique à nous de pratique, et qui autre, dans la majeure partie des cas, s'intéresse au développement technique d'un aspect du CrossFit que les compétiteurs. Pas beaucoup. Moi, en général, quand je fais mes stages d'entraînement, je me rends compte que la plupart, dans la grande majorité, sont quand même des gens qui, à leur niveau, mais seraient intéressés un de ces quatre pour faire une petite compétition. Hein. Donc, c'est vrai que si là, vous rentrez dans votre logique compétitive gymnastique, dans notre logique compétitive à nous, il y a un moment où ça ne fit pas. Voilà. Dernière question pour toi, Guillaume, aujourd'hui. On a à peu près 2-3 minutes pour y répondre. Quel est, à part les quelques avancées, les développements que tu as mentionnés, notamment sur ton site, sur tes différentes programmations, quel est le projet 2021 dont tu te réjouis le plus pour toi? Le projet 2021 qui m'excite le plus et qui carrément me demande des efforts pour rester ancré dans le CrossFit, tellement ça m'amuse, c'est mon projet d'aguerrissement. Aujourd'hui, j'ai passé toute l'année 2021 à expliquer que la société actuelle tendait par une nouvelle mode de la fragilité où c'était très
trendy de se montrer fragile, trop émotionnel, trop hors de forme. Voilà, il y a une bobo-gauchisation de la population qui réfute le mal dans ce qu'il est. Au point que on passe, comme je disais, pour des extrêmes, hein, un mec hétéro, peu importe sa couleur de peau, ou homo, qui est viril, qui fait du sport et qui est combatif et responsable de sa vie à la Joko Willings, responsabilité absolue, passe aujourd'hui pour un extrémiste. C'est quand même quelque chose qui est pour moi très grave. Donc à mon échelle, j'ai décidé de combattre ça et de créer un truc qui va s'appeler We Are Rugged. La vidéo de promo arrive dans les jours prochains avec notre nouveau logo, notre nouveau site internet. C'est une extension de We Are Athletic et on va vous proposer de prolonger le fitness que vous développez dans vos salles dehors. Donc, on va vous apprendre à aller bivouaquer, on va vous apprendre à marcher des kilomètres avec un sac sur le dos, va vous apprendre à faire du feu, des abris, tout ce qu'on apprenait au service militaire en France et qu'on fait plus, pour que vous puissiez vous retrouver entre mâles et femelles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont demandé si elles pouvaient participer et on va se régaler de vous accueillir. Parce que j'avais ce besoin de reconnexion avec la nature. Moi, ça fait trop longtemps que je suis citadin. Dans Hier, les palmiers, les seuls arbres qu'on a, c'est des palmiers. Ce manque d'odeur de la forêt que j'ai eu quand j'étais petit dans mon enfance, ce manque de faire des cabanes, ce manque d'aller à la pêche, ce manque de chasser, etc., etc. J'ai eu envie de me reconnecter à ça, donc j'ai fait un premier bivouac avec Orlan. J'ai dit c'est un truc de fou. Je sais qu'il y a trop de gens qui veulent en faire. On s'est associé avec un mec calé sur le sujet qui va diriger les stages avec nous. Et ça, c'est un projet qui m'excite de dingue parce que c'est un projet qui sort le fitness de la salle. C'est pour porter 40 kilos sur votre dos pendant 8 bornes en côte. Je vous garantis que vous n'êtes pas fit, vous avez passé un mauvais week-end. Sortir de sa zone de confort parce que derrière, quand dehors il fait moins 15, vous comprenez ce que c'est le confort, vous appréciez votre douche chaude. La responsabilité absolue parce que si on vous donne une liste d'équipements et que vous partez sans, vous allez vite comprendre que ça va être le merdier. Donc, vous êtes responsable. Si on vous file un couteau que vous vous coupez avec, c'est votre responsabilité. Donc, j'adore parce que c'est complètement à contre-courant de cette mode de déresponsabilisation, de super fragilisation de la société. Moi, j'arrive avec le contre-pied. On va vous proposer de vous entraîner avant. On va vous donner une petite programmation une fois que vous serez inscrit pour être sûr que vous puissiez suivre. On va monter des groupes privés, on va échanger des tips. On va se créer une petite communauté autour de ça et je suis très excité parce qu'avant même de l'avoir fait, l'accueil de ma communauté sportive est complètement ouf. Et dans mon souci de démarcation, j'avais lancé protocole de PM alors que personne ne faisait de renforcement fonctionnel en France avec un système de consultation ni dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être number one là-dessus et de former plein de gens, ça m'excite de ouf. Maintenant, il y a même la prog en ligne, la certification en ligne. Donc là, c'est caviar. Et dans ce souci de diversification, on va pouvoir apporter aux gens la capacité d'aller plus loin. Parce que c'est trop mignon de se croire fit parce qu'on arrache 100 kilos dans sa salle, mais si dehors vous n'êtes pas capable de couper du bois pour faire un abri et de marcher 5 bornes avec un sac bien rempli, vous n'êtes pas si fit que ça. Et l'anecdote, c'est que ce que je dis n'est pas une critique. J'ai pu moi-même vivre à mon premier bootcamp avec Orlan que j'étais pas si fit que ça, d'accord, parce que mon sac j'ai subi tout le week-end, ça a été un enfer. Je me suis beaucoup mieux préparé pour le deuxième et je peux dire qu'aujourd'hui j'ai acquis vraiment une beaucoup plus grande autonomie, j'ai appris des choses, je me suis épanoui en tant qu'humain de ce monde et c'est ce truc-là que je veux pouvoir apporter. Donc c'est pas antithétique avec ce qu'on fait, au contraire c'est une continuité, c'est pour aller plus loin dans cette poursuite de l'antifragilité, dans cette poursuite de la responsabilité absolue, dans cette poursuite de tout ce qui n'est pas à la mode en 2020 et j'adore continuer à être à contre-courant et merci à des gens comme toi de me donner la parole parce que ça donne toujours des moments enrichissants. Voilà. Donc 2021, retour aux sources pour Guillaume et toute la communauté. Merci encore une fois d'avoir accepté cette deuxième invitation sur le podcast. Je te souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. À très bientôt les amis. Bye bye.